5 heures du matin. Paris dormait encore sous une brume épaisse et grise, mais dans l'appartement penthouse du 16e arrondissement, la lumière crue de la cuisine était déjà allumée. C'était une cuisine de magazine, marbre italien blanc, robinetterie en laiton doré et un silence si lourd qu'on pouvait entendre le bourdonnement du réfrigérateur américain à 3000 euros. Claire, 32 ans, se tenait devant l'îlot central. Elle était belle, d'une beauté fatiguée mais impeccable. Ses cheveux châtains étaient relevés en un chignon strict, pas une mèche ne dépassait. Elle portait un peignoir en soie couleur crème qui glissait sur sa silhouette svelte. Devant elle, une rangée d'ingrédients de première qualité était alignée comme des soldats avant la bataille. Du bœuf wagyu marbré, des asperges vertes biologiques, des truffes noires râpées et du riz japonais de qualité supérieure. Ce n'était pas un petit déjeuner, c'était le rituel sacré de Claire. Le bento, la boîte à déjeuner. Chaque matin, alors que son mari Lucas dormait encore du sommeil des justes, ou des parasites, selon le point de vue, Claire se levait 2 heures avant son départ pour préparer un déjeuner gastronomique. Pour elle? Non, principalement pour lui. Et pour elle, par extension, pour maintenir cette illusion de femme parfaite dans un mariage parfait. Le couteau Santokyu glissait à travers la viande avec une précision chirurgicale. Tchac, tchac, tchac. Le bruit rythmé était la seule chose qui calmait l'anxiété qui rongeait l'estomac de Claire depuis quelques mois. Une anxiété sans nom, une ombre dans le coin de l'œil. « Tu dois être parfaite, Claire », murmura-t-elle pour elle-même, sa voix se perdant dans l'immensité du salon vide. « Si tu es parfaite, ils ne t'abandonneront pas. » Elle disposa délicatement les tranches de bœuf saisies, saignant, juste comme Lucas l'aimait, sur le lit de riz. Elle ajouta une pincée de graines de sésame noir, non pas au hasard, mais avec une pince à épiler culinaire. Tout devait être esthétique, tout devait crier amour et dévouement. Elle prépara 2 boîtes identiques, l'une en bois laqué noir pour Lucas, l'autre, plus simple, en verre, pour elle. Pourquoi faisait-elle cela? Lucas ne travaillait pas vraiment. Il se disait entrepreneur, un terme vague qui depuis 3 ans signifiait surtout qu'il passait ses journées dans des cafés à réseauter ou à jouer à des jeux vidéo sur le canapé en cuir que Claire avait payé. Mais Claire voulait croire en lui. Elle voulait croire que son investissement, financier et émotionnel, finirait par payer. Elle ferma la boîte de Lucas. Elle était lourde, lourde d'amour, lourde de déni. Elle la plaça dans le sac isotherme de Marc, à côté d'une petite note manuscrite. « Bon courage pour ta réunion d'aujourd'hui, mon amour. Tu es le meilleur. C. » Quelle réunion? Elle ne le savait pas. Il ne lui disait jamais les détails. Vers 6h30, Claire entra dans la chambre conjugale. L'odeur de lavande et de sommeil tiède l'accueillit. Lucas était étendu au travers du lit king size, les draps en coton égyptien enroulés autour de ses jambes. Il était beau, il fallait lui accorder cela. Un visage d'ange, des cils longs qui projetaient des ombres sur ses joues, une bouche entr'ouverte qui semblait inviter au pardon. C'était ce visage qui avait fait craquer Claire 4 ans plus tôt. Elle, l'orpheline qui avait dû se battre pour chaque centime, pour chaque promotion, avait été éblouie par ce garçon issu d'une bonne famille, bien que ruiné, qui semblait si insouciant, si léger. Elle avait voulu acheter cette légèreté. Elle ne savait pas encore que la légèreté coûtait si cher. Elle s'assit au bord du lit et lui caressa l'épaule. « Lucas, chérie, c'est l'heure. » Il grogna, se retourna et enfouit son visage dans l'oreiller. « Encore 5 minutes. » murmura-t-il d'une voix pâteuse. « Tu as dit que tu devais voir un investisseur à 9h, mentit-elle doucement pour le motiver. « Le café est prêt. » Lucas ouvrit un œil, un bleu limpide, innocent. Il sourit, ce sourire de garçon qui savait qu'il pouvait tout obtenir. « Tu es la meilleure femme du monde, Claire. Je ne te mérite pas. » Claire sentit un pincement au cœur. C'était la phrase qu'elle attendait, la drogue dont elle avait besoin. « Allez, lève-toi. Ton déjeuner est dans le sac, dans l'entrée. C'est du wagyu aujourd'hui. » Lucas s'étira comme un chat repu. « Du wagyu? Sérieux? Tu me gâtes trop. Maman disait toujours que les femmes qui cuisinent bien tiennent leur mari par l'estomac. » Claire se figea une seconde. Maman, Madame Agathe. Le simple nom de sa belle-mère suffisait à faire baisser la température de la pièce de quelques degrés. « Comment va ta mère ?» demanda Claire en se levant pour aller s'habiller, essayant de paraître désinvolte. « Oh, elle va bien. Elle se plaint un peu de ses rhumatismes. Elle a dit qu'elle passerait peut-être récupérer quelques affaires aujourd'hui pendant que je suis au bureau. »
Claire s'arrêta, une blouse en soie bleu marine à la main. Elle a la clé, Lucas? Lucas rit, un rire nerveux. Bien sûr, c'est ma mère, Claire, c'est la famille. On ne laisse pas la famille à la porte. Claire ne répondit pas. Elle enfila sa blouse, boutonna ses manchettes. C'était son appartement. Elle payait le crédit, les charges, la nourriture, l'électricité, mais Madame Agathe entrait et sortait comme si elle était la propriétaire légitime, critiquant la décoration, trop moderne, pas assez de classe, ou la poussière inexistante sur les étagères. « D'accord », dit Claire froidement. « Dis juste à elle de ne pas toucher à mes dossiers dans le bureau. » Lucas se leva et l'embrassa sur la joue. Un baiser rapide, sec. « Promis, t'inquiète pas. Passe une bonne journée, ma PDG préférée. Rapporte-nous beaucoup d'argent. » Il le dit sur le ton de la plaisanterie, mais Claire sentit le poids de la vérité. Rapporte l'argent, c'était son rôle. 13 heures. La tour, la défense. Le bureau de Claire était une forteresse de verre surplombant Paris. Elle était directrice financière dans une multinationale. Ici, elle était respectée. Ici, personne ne la jugeait sur ses origines modestes, mais sur ses résultats. Et ses résultats étaient excellents. La matinée avait été brutale. Réunions budgétaires, conflits entre départements, analyse de risques. Claire avait géré tout cela avec une main de fer, mais son estomac grondait. Elle n'avait pris qu'un café noir ce matin, laissant les croissants à Lucas. Elle s'assit enfin à son bureau, soupira et regarda par la fenêtre la ville grise. C'était son moment, le moment où elle pouvait savourer le fruit de son travail matinal. Elle ouvrit son sac à main de luxe et en sortit sa boîte en verre. Elle fronça les sourcils. Le couvercle semblait gras. C'était étrange. Elle était maniaque. Elle avait essuyé la boîte avant de la mettre dans son sac. Peut-être une trace de doigt? Elle déclipsa les fermetures latérales. Clac, clac. L'anticipation du goût du bœuf fondant et de la truffe lui fit monter la salive à la bouche. Elle souleva le couvercle. Le temps s'arrêta. La boîte était vide. Non, pas vide, c'était pire. Il restait quelques grains de riz collés sur les parois et une tache de sauce marron séchée qui ressemblait à une insulte. Et au milieu, trônait un trognon de pommes oxydées, brun et flétri. Claire cligna des yeux. Une fois, deux fois. Elle regarda autour d'elle comme si c'était une caméra cachée. Personne. Son assistante était en pause déjeuner. Le bureau était calme. Son cœur se mit à battre la chamade. J'ai oublié de la remplir ? Elle essaya de rembobiner le film de sa matinée. 5 heures, découpe du bœuf. 5h30, cuisson. 5h45, remplissage des boîtes. Elle se souvenait visuellement d'avoir mis le bœuf dans la boîte en verre. Elle se souvenait d'avoir fermé le couvercle sur la vapeur odorante. Alors pourquoi y avait-il un trognon de pomme ? Elle prit le trognon avec 2 doigts, dégoûtée. Ce n'était même pas une pomme qu'elle avait achetée, elle n'achetait que des Pink Lady. C'était une petite pomme verte, acide, bon marché. Un frisson glacé parcourut son échine. Quelqu'un avait ouvert sa boîte, quelqu'un avait mangé son déjeuner et avait mis ses ordures dedans. Qui ? Son sac n'avait pas quitté son bureau, personne n'entrait ici sans badge. Son assistante ? Impossible, Sophie était végétalienne et adorait Claire. Une pensée absurde, terrifiante lui traversa l'esprit. Est-ce que c'était vide avant que je parte de la maison ? Elle attrapa son téléphone, ses mains tremblaient légèrement. Elle composa le numéro de Lucas. Ça sonna 3 fois. Allô ? La voix de Lucas était bruyante, couverte par une musique de fond et des bruits de verre. Un restaurant ? Claire, c'est moi. Claire, ça va ? Je suis en plein meeting, c'est un peu bruyant. Meeting ? À 13h avec de la musique techno en fond ? Claire ravala sa suspicion. Ce n'était pas le moment. Lucas, une question bizarre. Est-ce que tu as touché à ma boîte de déjeuner ce matin ? Ou est-ce que j'ai oublié de la remplir ? Un silence à l'autre bout du fil, puis un rire. Quoi ? De quoi tu parles ? J'ai vu que tu préparais tout ce matin. Pourquoi j'aurais touché à ta boîte ? J'ai la mienne. D'ailleurs, le bœuf était délicieux. Merci mon cœur. T'es sûre que tu ne l'as pas mangé en conduisant sans t'en rendre compte ? Tu es tellement stressée en ce moment. Claire se figea. Manger sans m'en rendre compte. Ne sois pas ridicule, Lucas. Je ne suis pas sénile. Il y a un trognon de pommes dedans. Un trognon ? Bah, tu as dû le mettre à la poubelle et te tromper de boîte. Tu sais, avec la fatigue. Maman disait l'autre jour que tu avais l'air épuisé, que tu perdais un peu la tête avec ton travail de dingue. La phrase tomba comme un coup près. Tu perds la tête. C'était subtil, c'était doux, mais c'était du poison. Peut-être, bégaya Claire. Je suis fatiguée, c'est vrai. Repose-toi, chérie. Achète-toi un sandwich. Je t'aime. Je dois y aller. L'investisseur m'attend. Il raccrocha.
Claire resta assise, fixant la boîte vide et sale. Elle se sentait sale, pas à cause du trognon de pomme, mais à cause du doute qui s'insinuait en elle. Est-ce qu'elle devenait folle? Est-ce qu'elle avait vraiment halluciné le remplissage de sa boîte? C'était la 3e fois cette semaine que son déjeuner disparaissait ou était remplacé par des restes bizarres. Lundi, c'était une tranche de pain rassis. Mardi, la boîte était juste vide. Aujourd'hui, le trognon. À chaque fois, elle avait pensé à une erreur de sa part, un oubli. Mais le trognon de pomme était une preuve physique d'une intrusion. Elle jeta le trognon dans la poubelle avec rage. Elle avait faim, une faim qui lui tordait les entrailles, mais elle n'arrivait pas à manger. Elle se leva et alla vers le miroir de son bureau. Elle regarda son reflet, cerne léger, regard inquiet. Est-ce que je deviens folle? 19h30. Claire rentra chez elle. L'appartement était plongé dans la pénombre, éclairé seulement par les lumières de la ville à travers les immenses baies vitrées. Dès qu'elle franchit le seuil, elle le sentit. L'odeur. Ce n'était pas l'odeur de son parfum Chanel, c'était une odeur lourde, poudrée, ancienne. Un parfum de rose bon marché et de tabac froid. Agathe. Et une autre odeur, plus douce, plus écœurante, de la vanille sucrée. Solène, la sœur de Lucas. Claire serra les poings sur l'anse de son sac. Elle détestait quand elles étaient là sans prévenir. Elle avança dans le salon, le spectacle qui s'offrit à elle lui glaça le sang. Lucas était affalé sur le canapé, une bière à la main, riant à l'orte devant la télévision. À sa droite, Madame Agathe, vêtue d'un tailleur en tweed qui avait connu des jours meilleurs, sirotait son vin, le château Margaux 2015 que Claire gardait pour une occasion spéciale. À sa gauche, Solène, 25 ans, les cheveux décolorés et le regard fuyant, vernissait ses ongles de pied posés sur la table basse en verre design. « Ah, voilà la banquière !» s'exclama Solène sans lever les yeux de ses orteils. Lucas sursauta et se leva, un peu trop vite. « Claire, tu es tôt ?» Il vint vers elle pour l'embrasser, mais Claire recula imperceptiblement. Elle vit les yeux de Lucas scanner son visage, cherchant une réaction. « Bonsoir, » dit Claire d'une voix neutre. « Je ne savais pas qu'on avait de la visite. » Madame Agathe posa son verre de vin, vide, avec un claquement sec sur la table. « Visite ? Nous sommes ta famille, ma chère. On ne visite pas, on vient voir son fils. D'ailleurs, cet appartement est dans un état. J'ai dû passer l'aspirateur moi-même. Une femme ne devrait pas laisser son foyer se dégrader ainsi, même si elle travaille. » L'attaque était classique. Claire l'ignora. Elle regarda la table basse. Il y avait des miettes partout, des miettes de crackers. Et son regard se fixa sur une petite assiette devant Solène. Sur l'assiette, il y avait des restes de viande, des tranches fines, saisies, avec des graines de sésame noir. Le cœur de Claire s'arrêta. C'était son bœuf wagyu. Non, impossible. Lucas avait mangé le sien à midi. Elle avait mangé rien. Alors d'où venait cette viande? « Vous avez dîné ?» demanda Claire, la gorge serrée. « On a grignoté » répondit Lucas rapidement. « J'ai commandé des pizzas, elles arrivent. »« C'est quoi ça ?» Claire pointa l'assiette de Solène. Solène leva les yeux, un sourire insolent aux lèvres. « Ça ? Oh, un reste que j'ai trouvé dans le frigo. C'était pas mauvais, même si c'était un peu froid. Tu cuisines trop de trucs bizarres, Claire. » Dans le frigo ? Claire savait qu'il n'y avait pas de reste de wagyu dans le frigo. Elle avait tout utilisé pour les 2 boîtes ce matin. Si Solène mangeait du wagyu maintenant, cela voulait dire une seule chose. Une des boîtes n'avait pas quitté la maison. Ou alors, Claire regarda son sac posé dans l'entrée. Sa boîte était vide depuis midi. La boîte de Lucas ? Il l'avait emportée. Une réalisation terrible commençait à se former dans son esprit. Si Lucas avait mangé sa boîte à midi, et que Solène mangeait du wagyu maintenant, avait-elle fait 3 boîtes ? Non. Avait-elle laissé la viande crue ? Non. « C'est drôle, » dit Claire lentement, s'approchant de la table. « Je croyais avoir tout utilisé ce matin pour nos déjeuners. » Lucas intervint, nerveux. Il se mit entre Claire et la table. « Chérie, tu es fatiguée. Va prendre une douche. Solène raconte n'importe quoi. C'était du jambon, juste du jambon. » Solène pouffa de rire, un rire méchant, complice. Elle échangea un regard avec sa mère, un regard que Claire n'était pas censée voir, un regard de triomphe. Claire ne dit rien. Elle sentit une boule de rage monter dans sa gorge, mais elle l'avala. Elle ne ferait pas de scène, pas maintenant, pas sans preuve. Elle se tourna vers sa chambre. « Je vais me coucher, je n'ai pas faim. » En passant devant le bureau de Lucas, la pièce où il était censé travailler, la porte était entr'ouverte. Le bureau était en désordre, des papiers partout. Claire s'apprêtait à la fermer quand quelque chose attira son attention sur le sol près de la corbeille à papier qui débordait. Une enveloppe rouge, une enveloppe de la banque. Dernier avis avant contentieux.
Ce n'était pas sa banque, c'était celle de Lucas. Elle entra furtivement, le cœur battant à tout rompre. Elle ramassa l'enveloppe. Elle l'ouvrit. C'était un relevé de carte de crédit, une carte dont elle ignorait l'existence. Le total dû était astronomique, 12 000 €, mais ce n'était pas le montant qui lui fit monter les larmes aux yeux, c'était la liste des achats récents. 12 janvier, Chanel Boutique Paris, 4 500 €, sac à main classique. 12 janvier, Louis Vuitton, 1 200 €, foulard et accessoires. 13 janvier, restaurant L'Ambroisie, 800 €. Le 12 janvier, c'était hier. Claire n'avait reçu aucun sac Chanel, elle n'avait reçu aucun foulard. Elle regarda vers le salon. Solène était en train de rire et sur le dossier du canapé, négligemment jeté, trônait un sac Chanel noir matelassé, tout neuf. Claire sentit ses jambes fléchir. Elle payait pour tout, et Lucas, son mari, s'endettait secrètement pour couvrir sa sœur et sa mère de cadeaux de luxe, tout en la laissant, elle, manger des trognons de pommes et douter de sa propre santé mentale. Ce n'était pas juste un vol de déjeuner, c'était un vol de vie. Claire reposa l'enveloppe exactement où elle l'avait trouvée. Elle recula hors de la pièce. Son visage avait changé. La fatigue avait disparu, remplacée par quelque chose de beaucoup plus froid, de beaucoup plus dangereux. Elle retourna dans la cuisine, ouvrit son sac, sortit la boîte sale et le trognon de pommes qu'elle avait récupéré du bureau de Lucas, par instinct ou par folie. Elle regarda le trognon. Elle regarda le salon où sa famille riait. « Très bien », murmura-t-elle en français, mais avec une intensité glaciale. « Vous voulez jouer ? On va jouer. » Elle sortit son téléphone et ouvrit une page de navigation privée. Dans la barre de recherche, elle tapa « Caméra espion miniature Wi-Fi invisible ». Clic « Commander ». La guerre était déclarée. Le lendemain matin, l'atmosphère dans l'appartement avait changé. Ce n'était plus seulement le silence habituel, c'était un silence chargé, électrique, comme l'air avant un orage violent. Claire s'était réveillée avant le réveil, ses yeux s'ouvrant brusquement dans la pénombre de la chambre. Lucas dormait à côté d'elle, le bras jeté nonchalamment sur ses yeux, respirant avec cette insupportable tranquillité des innocents, ou des menteurs pathologiques. Claire resta immobile un instant, écoutant les bruits de l'appartement. D'habitude, à cette heure, tout était calme, mais aujourd'hui, elle entendait des bruits de pas lourds dans le couloir, le grincement du parquet ancien et le bruit caractéristique d'une porte de placard qu'on ouvre sans précaution. Elles sont encore là. La veille, après la découverte du relevé bancaire et du sac Chanel, Claire n'avait pas dormi. Elle avait passé la nuit à fixer le plafond, disséquant chaque interaction, chaque sourire, chaque mot doux que Lucas lui avait dit ces derniers mois. Était-ce une performance ? Était-il un acteur si doué ? Ou était-elle simplement aveugle, désespérée d'être aimée ? Elle se glissa hors du lit, enfilant son peignoir comme une armure. Elle avait besoin de café. Elle avait besoin de clarté. En arrivant dans le salon, elle s'arrêta net. Le sac Chanel n'était plus sur le canapé. Il avait disparu, probablement caché dans les valises de Solène. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'était la cuisine. Sa cuisine immaculée, son sanctuaire de marbre blanc, ressemblait à un champ de bataille. Des paquets de biscuits ouverts traînaient sur l'îlot central. Une bouteille de lait était restée ouverte sur le comptoir, formant une plaque blanche qui gouttait lentement sur le sol. Et au milieu de ce chaos, Madame Agathe trônait, vêtue d'une robe de chambre en velours bordeaux qui semblait dater du siècle dernier. Elle tenait une tasse de thé, la tasse en porcelaine fine préférée de Claire, et dirigeait Solène qui fouillait dans le réfrigérateur. « Ah, te voilà enfin !» lança Agathe sans se retourner, comme si elle avait senti la présence de Claire. « On cherchait le beurre. Pourquoi caches-tu le beurre salé derrière les légumes ? C'est illogique. Dans ma maison, le beurre est toujours à portée de main. » Claire sentit une veine palpiter sur sa tempe. « Bonjour, Agathe. Bonjour, Solène. Le beurre est dans le compartiment laitier, pour qu'il ne prenne pas l'odeur des oignons. Et c'est ma tasse. » Agathe regarda la tasse, puis Claire, avec un petit sourire méprisant. « Oh, pardon, je ne savais pas que tu étais si attachée aux objets matériels. C'est juste une tasse, Claire. Il ne faut pas être si possessive, c'est mauvais pour le cœur. » Solène sortit la tête du frigo, la bouche pleine. Elle mâchait quelque chose avec bruit. « Y a plus de jus d'orange ? Sérieux ? Comment on peut commencer la journée sans vitamines ?» Claire regarda sa belle-sœur. Solène portait un t-shirt trop grand, le t-shirt de pyjama de Claire. « Solène, » dit Claire, sa voix tremblant légèrement. « Est-ce que c'est mon t-shirt ?» Solène haussa les épaules. « J'avais froid cette nuit. J'ai pris le premier truc qui traînait dans la buanderie. T'en as plein, ça va. Fais pas ta radine. » Radine.
Le mot résonna dans la tête de Claire. Elle qui payait le loyer de cet appartement de 150 mètres carrés, elle qui remplissait ce frigo de produits bio que Solène dévorait en 2 jours, elle qui payait les vacances, les factures et apparemment les sacs Chanel. Claire ferma les yeux une seconde, inspirant profondément. Ne pas exploser, pas encore. La caméra arrive aujourd'hui. « Je vais préparer le café », dit Claire sèchement, s'avançant vers la machine à expresso. « Laisse », dit Agathe en levant la main. « J'ai déjà fait du café filtre. C'est meilleur, plus traditionnel. Ces machines modernes, ça brûle le grain. » Claire regarda Vagarceuse. Un liquide noir et épais y stagnait. Elle détestait le café filtre. C'était une invasion lente, méthodique de son espace vital. Elle ne se contentait pas de visiter, elle marquait leur territoire. Elle déplaçait les objets, changeait les habitudes, imposait leur goût, repoussant Claire vers la périphérie de sa propre vie. À ce moment-là, Lucas entra dans la cuisine, les cheveux en bataille, le visage chiffonné de sommeil. « Bonjour tout le monde !» lança-t-il joyeusement, ignorant la tension palpable. « Ça sent bon le café de maman ?» Il alla directement vers sa mère et l'embrassa sur le front, puis éboucha les cheveux de sa sœur. Il passa devant Claire sans s'arrêter, se servant une tasse de ce liquide noir. « Tu as bien dormi, Claire ?» demanda-t-il enfin, après avoir bu une gorgée. Claire le regarda. Elle vit l'homme qu'elle aimait, mais elle vit aussi l'enfant gâté qui se cachait derrière les jupes de sa mère. « Non, » dit-elle, « j'ai fait des cauchemars. J'ai rêvé que des voleurs entraient dans la maison et prenaient tout ce que j'avais. » Le silence retomba. Lucas se figea, sa tasse à moitié de ses lèvres. Agathe prissa les yeux. « Des voleurs ?» répéta Lucas avec un rire nerveux. « Quelle imagination! C'est le stress du boulot, Claire. Tu devrais vraiment te relaxer. »« Peut-être, » répondit Claire. « Ou peut-être que c'est mon subconscient qui essaie de me dire quelque chose. Au fait, Lucas, j'ai vu un sac Chanel sur le canapé hier soir. Il n'est plus là. C'était à qui ?» Le coup était parti. C'était la première fissure. La première fois qu'elle posait une question directe qui menaçait leur petit arrangement tacite de mensonge. Solène s'étouffa presque avec son toast. Agathe posa sa tasse doucement. Lucas devint écarlate. « Ah, ça, c'était une réplique », s'exclama-t-il, improvisant maladroitement. Solène voulait voir si la qualité était bonne avant d'en acheter un vrai, un jour. « C'est du faux, Claire. Tu crois vraiment qu'on a les moyens d'acheter du vrai Chanel ?» Claire soutint son regard. « Je ne sais pas, Lucas. Tu me le dis? On a les moyens ?» Lucas détourna les yeux. « Bien sûr que non. Arrête avec tes interrogatoires. C'est gênant devant maman. »« Oui, c'est très impoli, » renchérit Agathe. « Parler d'argent dès le matin, c'est vulgaire, Claire. Très nouveau riche. » Claire sentit la gifle. Nouveau riche. L'insulte préférée de ceux qui ont perdu leur fortune envers ceux qui travaillent pour la gagner. Elle ne répondit pas. Elle se tourna vers le plan de travail pour préparer les boîtes à déjeuner. Mais Agathe l'arrêta. « Oh, ne t'embête pas avec ça aujourd'hui, ma chérie. J'ai dit à Lucas que je lui préparerais un bon ragoût pour ce midi. Il a besoin de manger quelque chose de consistant, pas tes petites décorations japonaises crues. Un homme a besoin de viande cuite. » Claire regarda ses ingrédients, le saumon frais, l'avocat, les herbes. « Lucas aime mes bento », dit-elle faiblement. Lucas ne la défendit pas. Il mangeait une tartine beurrée par sa mère. « C'est vrai que le ragoût de maman me manque, Claire. Juste pour aujourd'hui? Pour lui faire plaisir ?» Claire sentit un froid glacial l'envahir. Il lui enlevait même ça, son rituel, sa façon de dire « je t'aime ». « Et moi ?» demanda-t-elle. « Je mange quoi ?» Agathe eut un geste vague de la main. « Oh, il restera sûrement un peu de ragoût. Ou alors fais-toi une salade. Tu fais attention à ta ligne, non? Tu as pris un peu des hanches récemment. » Claire posa le couteau, doucement, très doucement. Si elle ne partait pas maintenant, elle allait hurler. Elle allait prendre ce couteau et le planter dans la table en bois. « Très bien, dit-elle. Faites comme vous voulez. Je vais être en retard. » Elle prit son sac, ignorant le regard triomphant de Solène et l'indifférence de Lucas. Elle sortit de l'appartement sans un baiser, sans un au revoir. Dans l'ascenseur, seule, elle laissa échapper une seule larme, une larme de rage. Elle l'essuisa violemment. Pleurer ne sert à rien. Agir. La journée au bureau fut un flou artistique. Claire traitait de millions d'euros, validait des transactions internationales, mais son esprit était fixé sur une seule chose, la notification de livraison sur son téléphone. « Votre colis a été livré à l'accueil. »
À 14 heures, elle descendit récupérer le petit paquet anonyme. De retour dans son bureau verrouillé, elle l'ouvrit avec des mains fébriles. C'était un objet banal, un chargeur de téléphone USB noir, tout ce qu'il y a de plus standard. Mais à l'intérieur, caché derrière la petite vitre fumée, se trouvait un objectif minuscule, capable d'enregistrer en haute définition et de transmettre en direct sur une application sécurisée. Elle téléchargea l'application. Elle connecta le chargeur pour le tester. L'image apparut sur son écran de téléphone, son propre visage, concentré, inquiet. La qualité était effrayante de précision. Elle pouvait voir ses propres pores, la fatigue sous ses yeux. C'était son arme, mais avant de pouvoir l'utiliser, elle devait survivre à une autre humiliation. Son estomac gargouilla. Elle n'avait pas mangé ce matin, trop écœurée par la scène du petit déjeuner. Elle n'avait pas de bento aujourd'hui, puisqu'Agathe avait pris le contrôle de la cuisine. Elle avait emporté une simple pomme et un yaourt. Elle ouvrit son sac pour prendre la pomme. Elle s'arrêta. Son sac était mouillé à l'intérieur. Une odeur âcre s'en échappait. Elle sortit le yaourt. L'opercule était percé. Pas déchiré, percé, comme avec une aiguille ou la pointe d'un stylo. Le yaourt avait coulé partout dans le fond de son sac en cuir, imbibant son carnet de notes, ses mouchoirs. Et la pomme. La pomme avait une trace de morsure, une seule, comme une signature. Quelqu'un avait croqué dans sa pomme et l'avait remise dans son sac. Solène. C'était forcément Solène. Elle avait dû fouiller dans son sac pendant que Claire se douchait ou s'habillait. Claire ne nettoya pas le sac. Elle le regarda, fascinée par la mesquinerie de l'acte. Ce n'était pas juste de la méchanceté, c'était du harcèlement. Elle voulait la pousser à bout. Elle voulait qu'elle craque, qu'elle crie, qu'elle passe pour la folle hystérique que Lucas pourrait ensuite quitter en gardant l'appartement, ou pire, en la faisant interner, comme Agathe l'avait subtilement suggéré. Claire prit son téléphone. Elle ne pleurait plus. Elle envoya un message à Lucas. « Je rentre tard ce soir, réunion imprévue. » C'était un mensonge. Elle allait rentrer à l'heure habituelle, mais elle voulait qu'il se sente en sécurité, qu'il pense avoir le champ libre. 19 heures. Claire entra dans l'immeuble. Elle monta les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur pour arriver sans bruit. Elle ouvrit la porte de l'appartement avec une infinie précaution. Le salon était vide, mais elle entendait des rires et le bruit de la télévision venant de la chambre d'amis que Solène et Agathe occupaient désormais. Elle regardait une émission de télé-réalité. C'était le moment. Claire se glissa dans la cuisine. Son cœur battait si fort qu'elle avait peur qu'il résonne dans le silence du couloir. Elle repéra la prise électrique idéale. Elle était située juste au-dessus du plan de travail, avec une vue parfaite sur l'îlot central et la table à manger. C'était là que tout se passait. C'était la scène du crime. Elle débrancha le grille-pain et brancha le chargeur espion. Le petit voyant rouge clignota 3 fois, puis s'éteignit. Mode furtif activé. Elle sortit son téléphone. L'image apparut. Grand angle sur la cuisine. Parfait. Elle entendit des pas. Vite! Claire attrapa un verre d'eau et se tourna juste au moment où Lucas entrait dans la cuisine. Il sursauta. « Putain, Claire, tu m'as fait peur. Je croyais que tu rentrais tard. » Il cachait quelque chose derrière son dos. Claire plissa les yeux. « La réunion a été annulée? Qu'est-ce que tu caches, Lucas ?»« Rien du tout. » Il recula. Claire avança. Elle n'était plus la femme douce du matin. Elle était le prédateur. « Montre-moi. » Lucas soupira, acculé. Il sortit lentement sa main de derrière son dos. Il tenait une cigarette électrique. « C'est juste ça, ok? Je sais que tu détestes que je fume à l'intérieur, mais maman et Solène fument, alors je me suis dit... Elle fume ici, dans mon appartement ?» L'odeur de tabac froid qu'elle avait sentie la veille, ce n'était pas sur leurs vêtements, c'était imprégné dans les murs. « Juste à la fenêtre, » mentit Lucas. « Allez Claire, ne sois pas rabat-joie. Elles sont invitées, on doit être hospitalier. » À ce moment, Agathe et Solène entrèrent, attirées par le bruit. Solène portait maintenant un des pulls en cachemire de Claire, un pull beige à 400 €. Elle avait renversé quelque chose de rouge dessus, du vin ou de la sauce tomate, une tache sombre sur la poitrine. Le souffle de Claire se coupa. « Mon pull !» Solène baissa les yeux, faussement surprise. « Ah merde, je l'ai taché ? Désolée, j'avais froid, je t'ai dit. T'en as tellement, je pensais pas que ça te dérangerait. C'est vieux, non ? Ça fait un peu mémère. » C'était une provocation délibérée. Solène détruisait ses affaires, une par une. « Enlève-le, dit Claire, tout de suite. »
Agathe s'interposa, écartant les bras comme une mère poule protégeant son poussin. « Claire, quelle agressivité! Pour un vieux chiffon, elle va laver ton pull. Tu ne vas pas la mettre nue dans le salon, c'est indécent. Tu as vraiment un problème avec le partage, ma pauvre fille. C'est peut-être parce que tu as grandi sans famille. Tu ne sais pas ce que c'est que de partager ?» L'attaque sur son orphelinat. Basse, très basse. C'était le moment de la rupture. Claire sentit la chaleur monter à son visage. Elle voulait hurler, les jeter de l'or, appeler la police, mais elle se souvint de la petite lumière rouge qui avait clignoté sur le chargeur. La caméra tournait. Si elle explosait maintenant, elle passait pour l'agresseur. Elle devait être la victime. Elle devait les laisser se compromettre. Claire prit une profonde inspiration. Elle força ses muscles à se détendre. Elle afficha un masque de calme terrifiant. « Tu as raison, Agathe, » dit-elle d'une voix douce, presque morte. « C'est juste un pull. Garde-le, Solène. Il te va bien. » Elle vit la surprise sur leur visage. Ils attendaient des cris, ils attendaient des larmes. Son calme les déstabilisait. « Je vais me coucher, » continua Claire. « J'ai mal à la tête. Profitez de votre soirée. » Elle se tourna et quitta la pièce, sentant leur regard brûler son dos. Une fois dans la chambre, elle ferma la porte à clé. Elle s'assit sur le lit, prit son téléphone et mit ses écouteurs. Elle ouvrit l'application. Sur l'écran, elle vit la cuisine en direct. Agathe, Lucas et Solène étaient toujours là. Agathe riait. « Tu as vu sa tête ? Enlève-le tout de suite. Quel pain bêche !»« Elle est coincée, » dit Solène en se resservant du vin. « Mais merci pour le pull, maman. Même taché, je peux le revendre sur Vinted au moins 100 balles. »« Fais doucement, Solène, » dit la voix de Lucas. « Si elle part, on est foutu. C'est elle qui paie le crédit de la maison de campagne. » Claire se figea. La maison de campagne ? Quelle maison de campagne ? Il n'avait pas de maison de campagne. Agathe tapota la joue de Lucas. « Ne t'inquiète pas, mon chéri, elle ne partira pas. Elle est trop dépendante affectivement. On va juste la dresser un peu. D'ici quelques mois, elle signera tout ce qu'on voudra. En attendant, où as-tu mis les gouttes ?» Lucas fouilla dans sa poche. « Là, mais le pharmacien a dit que c'était fort. Si on lui en donne trop, elle va être vraiment KO au travail. »« C'est le but, imbécile, » coupa Agathe. « Si elle fait une erreur au travail et se fait virer, elle sera obligée de rester à la maison et on pourra mieux s'occuper d'elle et de son compte en banque. Mets-en 3 gouttes dans sa bouteille d'eau minérale. Elle boit toujours la nuit. » Sur l'écran, Claire vit Lucas, son mari, l'homme qu'elle avait épousé, sortir un petit flacon en verre ambré de sa poche. Il dévissa le bouchon de la bouteille d'eau de Claire, restée sur le comptoir. 1 goutte, 2 gouttes, 3 gouttes. Claire retira ses écouteurs. Un frisson d'horreur pure la traversa. Ce n'était plus du parasitisme, ce n'était plus de la méchanceté, c'était un complot. Elle regarda sa table de nuit. Sa bouteille d'eau habituelle était là. Elle l'avait apportée plus tôt. Mais celle de la cuisine, c'était celle qu'elle prendrait demain matin, ou celle que Lucas lui apporterait tout à l'heure en jouant le mari attentionné. Claire se recroquevilla sur le lit, serrant ses genoux contre sa poitrine. La fissure était devenue un gouffre. Elle était en danger de mort sous son propre toit. Dans le noir, éclairée seulement par la lueur de l'écran qui montrait ses bourreaux en train de trinquer, Claire cessa d'être une épouse, elle devint un témoin. Le soleil se leva sur Paris, mais pour Claire, il faisait encore nuit noire. Elle était restée éveillée, immobile, écoutant la respiration régulière de Lucas à ses côtés. Sur la table de nuit, la bouteille d'eau minérale trônait comme un totem maléfique. 3 gouttes. Elle se souvenait de l'ordre d'Agathe. Elle se souvenait de la main de Lucas versant le liquide. Sa gorge était sèche, brûlante de soif et de peur. Son corps réclamait de l'eau, mais son esprit hurlait « C'est du poison !» Lucas bougea. Il s'étira, simulant un réveil difficile. Il tourna la tête vers elle, ses yeux bleus pétillants d'une fausse innocence. « Bonjour mon amour, tu as mal dormi ? Tu as l'air pâle. » Claire se redressa lentement, appuyant son dos contre la tête de lit. Elle devait jouer le rôle de sa vie. « Oui, j'ai encore fait des cauchemars. Je me sens faible. » Le visage de Lucas s'illumina d'une sollicitude parfaitement imitée. Il tendit la main vers la table de nuit. « Bois un peu d'eau, chérie, tu es déshydratée. Ça te fera du bien. » Il lui tendit la bouteille. Le goulot effleura presque ses lèvres. Claire regarda l'eau limpide. C'était inodore, incolore. La mort invisible. Elle vit la main de Lucas trembler imperceptiblement.
Il retenait son souffle. Il voulait qu'elle boive. C'était son mari, l'homme avec qui elle voulait avoir des enfants, et il attendait patiemment qu'elle s'empoisonne. Claire prit la bouteille. Elle la porta à ses lèvres. Elle vit les pupilles de Lucas se dilater. Au dernier moment, elle feignit un spasme de toux violent. Elle laissa échapper la bouteille qui tomba sur le tapis épais, renversant une petite flaque. « Pardon, j'ai la nausée, je ne peux rien avaler. » Lucas jura intérieurement. Elle le vit à la crispation de sa mâchoire. Mais il afficha vite un masque inquiet. « Oh, mince, attends, je vais chercher une serviette, ne bouge pas. » Pendant qu'il courait vers la salle de bain, Claire sortit un petit flacon de sérum physiologique vide qu'elle avait caché dans sa manche. Avec une rapidité née de l'adrénaline, elle aspira quelques millilitres de l'eau renversée sur le bouchon de la bouteille. Elle reboucha le flacon et le glissa dans sa poche. La preuve. Quand Lucas revint, elle était recroquevillée sous la couette. « Je ne vais pas boire ça, » dit-elle. « Ça a un goût de plastique. Je prendrai un café au bureau. » Lucas semblait déçu, presque agacé. « Tu devrais vraiment boire, Claire. Maman dit toujours que l'eau à jeun nettoie le corps. » « Ta mère n'est pas médecin, Lucas. » Elle se leva, ignorant ses vertiges, dus au stress, pas au poison. « Je pars tôt, j'ai un audit important. » Elle s'habilla dans la salle de bain, verrouillant la porte. En se regardant dans le miroir, elle ne vit plus la victime de la veille. Elle vit un inspecteur sur une scène de crime. 10 heures. Bureau de Claire à La Défense. Les dossiers financiers s'empilaient sur son bureau, mais l'écran de son ordinateur principal affichait des tableurs Excel pour donner le change. Son attention était entièrement focalisée sur son téléphone, posé à plat, caché sous un rapport annuel. Elle avait mis un écouteur sans fil dans son oreille gauche, caché par ses cheveux lâchés. Elle était au travail, mais son esprit était dans sa cuisine. L'application de la caméra espionne diffusait en 4K. L'image était nette, le son cristallin. C'était terrifiant de voir sa propre maison vivre sans elle. C'était comme regarder un film d'horreur où les monstres portent des vêtements de tous les jours. Agathe était assise à l'îlot central en train de trier le courrier de Claire. Elle ouvrait les enveloppes avec un coupe-papier en argent. Facture d'électricité. Poubelle. Relevé de points fidélité. Poubelle. Ah, tiens. Agathe tenait une lettre de la banque de Claire. « Solène, viens voir. » Solène entra dans le champ de la caméra. Elle portait encore le pull en cachemire taché de la veille et mangeait un yaourt à même le pot avec ses doigts. « Quoi ? Elle a une épargne retraite de 150 000 €. »« Sérieux ?» siffla Solène. « Et elle me refuse 50 balles pour une manucure ? La garce !» Claire, dans son bureau, serra le stylo si fort qu'il craqua. C'était donc ça. Elle ne cherchait pas juste à vivre à ses crochets, elle faisait un audit de ses actifs pour savoir combien elle pourrait siphonner. « On peut toucher à ça ?» demanda Solène. « Pas tant qu'elle est capable, » répondit Agathe. « C'est pour ça que le plan de Lucas doit marcher. Si elle est déclarée inapte psychologique ou si elle fait une dépression grave, Lucas peut demander une tutelle. Et là, jackpot !» Claire sentit la bile monter dans la gorge. Tutelle. Elle voulait la mettre sous tutelle comme une vieille dame sénile. Elle voulait l'enfermer dans sa propre folie fabriquée pour voler ses économies d'une vie. 12h30, l'heure du déjeuner. Claire n'avait pas faim. Elle ne pourrait plus jamais manger, pensait-elle. Elle regardait l'écran. Lucas entra dans la cuisine. Il portait un costume, mais il n'était pas allé travailler. Il avait passé la matinée à jouer à la console dans le salon. Claire l'avait entendu en fond sonore. « J'ai faim, dit-il. Qu'est-ce qu'on mange ?» Agathe ouvrit le réfrigérateur américain de Claire. « Voyons. La princesse a acheté du saumon fumé sauvage et des avocats bio. Et il y a ce jus détox pressé à froid qu'elle adore. 10 € la bouteille. Ridicule. » Elle sortit les aliments sur le comptoir. Claire regarda, impuissante, sa belle-mère étaler son saumon fumé sur des crackers bon marché. Mais ce fut Solène qui porta le coup de grâce. Elle prit la bouteille de jus vert, épinards, pommes, gingembre, que Claire préparait chaque dimanche pour sa semaine. C'était son carburant. Solène but une longue gorgée au goulot. « Burk, c'est dégueulasse, c'est ta mère !» Elle fit une grimace théâtrale. Puis, regardant sa mère et Lucas, elle éclata de rire. Elle se pencha au-dessus de la bouteille ouverte. Et elle cracha. Un glavio épais, visqueux, qui retomba dans le jus vert. « Voilà, dit Solène en riant. Un peu de protéines en plus pour elle, ça lui apprendra à acheter des trucs de riches. » Lucas vit la scène. Il ne s'indigna pas, il ne la gronda pas. Il rit. Il rit en prenant un cracker au saumon. « T'es dégueulasse, So, dit-il doucement. Mais c'est vrai que c'est infect son truc. »
Agathe secoua la bouteille pour mélanger le crachat au jus. « Remets-la au frigo, elle ne verra rien. Avec le gingembre, ça masquera le goût. » Dans son bureau de la Défense, Claire arracha son écouteur. Elle courut vers les toilettes. Elle s'enferma dans une cabine et vomit le peu de café qu'elle avait dans l'estomac. Ce n'était pas le dégoût physique qui la faisait vomir, c'était la violence symbolique, le crachat, le mélange de son intimité avec leur haine. Il ne l'aimait pas, il ne la tolérait même pas, il la méprisait avec une intensité viscérale. Pour eux, elle n'était qu'une chose à utiliser et à souiller. Claire s'essuya la bouche avec du papier toilette rugueux. Elle tira la chasse. Elle se regarda dans le miroir des toilettes. Ses yeux étaient rouges, mais secs. La tristesse avait disparu, la peur avait disparu. Il ne restait que le froid, un froid absolu, polaire. Elle retourna à son bureau. Elle prit le petit flacon contenant l'eau du matin. Elle composa un numéro. « Allô ? Laboratoire d'analyse privé ? Je voudrais faire une analyse toxicologique privée en urgence. Oui, sur un liquide. Je paie le supplément pour les résultats sous 24 heures. » 15 heures. Claire ne pouvait pas rentrer chez elle, pas encore. Elle avait besoin d'armes. Elle se souvint de la conversation de la veille, la maison de campagne. Lucas lui avait dit qu'il n'avait plus de biens immobiliers, que le château familial avait été vendu pour payer les dettes de son défunt père. Claire se connecta au cadastre national via ses accès professionnels. Elle avait des droits étendus pour les vérifications d'hypothèque. Elle tapa le nom de jeune fille d'Agathe. Agathe de Villefort. Rien. Elle tapa le nom de Lucas. Rien. Elle réfléchit. Agathe avait mentionné une SCI, Société Civile Immobilière, soi-disant dissoute. Elle chercha dans les archives des emails de Lucas. Elle avait son mot de passe depuis des années, Claire 1230, pathétique, mais ne l'avait jamais utilisé pour respect pour sa vie privée. Le respect était mort ce matin, noyé dans un jus vert à crachat. Elle entra dans la boîte mail de Lucas. Dossier Corbeil. Elle trouva un échange avec un notaire daté de la semaine dernière. Objet, rachat domaine Les Chênes. Contenu, Monsieur, comme convenu, le versement de l'acompte de 50 000 € est attendu pour bloquer la vente. Une fois que vous aurez accès au fonds de votre garante, Madame Claire L., nous pourrons finaliser l'acte au nom de la SCI Agathe. Claire ouvrit la pièce jointe. C'était une magnifique bâtisse en Normandie, une maison de maître. Le prix, 650 000 €. Mais ce qui frappa Claire, c'était l'historique de propriété en bas du document. Dernier propriétaire avant saisie bancaire en 2015, Agathe de Villefort. Tout s'éclairait. Agathe avait perdu sa maison à cause de sa mauvaise gestion. Elle n'avait jamais accepté ce déclassement. Depuis 4 ans, Lucas avait épousé Claire non pas par amour, mais pour construire une solvabilité, une garante. Leur plan final n'était pas seulement de vivre à ses crochets, c'était de la saigner à blanc, de prendre un crédit hypothécaire sur l'appartement de Paris, qui était au nom de Claire, mais Lucas poussait pour être rajouté, et d'utiliser l'argent pour racheter leur gloire passée. Et une fois la maison rachetée au nom de leur SCI, Claire ne servirait plus à rien. Avec une assurance vie sur le dos et une dépression diagnostiquée, elle valait plus morte que vivante. Claire imprima le mail. Elle imprima le compromis de vente. Ses mains ne tremblaient plus. Elle regarda l'heure. 15 heures. Elle devait rentrer chez elle. Elle devait boire ce jus vert contaminé ou faire semblant. Elle devait dormir à côté de l'homme qui voulait sa destruction. Elle rangea le document dans un dossier sécurisé au bureau. Elle ne ramènerait rien à la maison. Elle se leva, lissa sa jupe. Elle remit son écouteur. Sur l'écran, Agathe faisait la sieste sur son canapé. Solène essayait les bijoux de Claire dans la chambre conjugale. Claire sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Profitez bien », murmura-t-elle. « C'est votre dernier jour de paix. » Elle quitta le bureau, marchant d'un pas rétui, le claquement de ses talons sur le marbre résonnant comme un compte à rebours. 19h30. Quand Claire inséra sa clé dans la serrure, elle s'attendait à l'odeur de tabac froid et au chaos habituel. Au lieu de cela, une odeur délicieuse de poulet rôti au romarin et de tarte aux pommes chaudes l'enveloppa. L'appartement était transformé, les coussins étaient alignés, les magazines rangés. Il n'y avait plus aucune trace de l'invasion barbare de la veille. Une musique de jazz douce jouait en fond sonore. Lucas vint l'accueillir dans l'entrée. Il était rasé de près, portait une chemise blanche impeccable, repassée par qui, et tenait un verre de vin rouge. « Bonsoir ma chérie, tu as eu une longue journée ?» Il l'embrassa. Ses lèvres étaient douces. Il prit son sac à main, ce sac lourd de preuves et de secrets, et le posa délicatement sur la console. « Laisse-moi te débarrasser. Maman a insisté pour cuisiner ce soir. Elle voulait s'excuser pour le désordre d'hier. Elle sait qu'elle a été un peu envahissante. » Claire le regarda. Si elle n'avait pas vu la vidéo de l'après-midi, le crachat, les moqueries, le plan machiavélique, elle aurait pu y croire.
Elle aurait voulu y croire, mais l'image de Solène crachant dans son jus vert était gravée sur sa rétine comme une brûlure de cigarette. « C'est gentil, » dit Claire, testant sa propre capacité à mentir. « Je suis épuisée. » Madame Agathe sortit de la cuisine, un tablier à fleurs, que Claire ne se souvenait pas avoir acheté, noué autour de sa taille. Elle avait l'air d'une grand-mère de publicité pour confiture. « Claire, ma petite, viens t'asseoir. Solène, apporte les pantoufles de ta belle-sœur. » Solène apparut, nonchalamment, tenant les chaussons de Claire. Elle ne souriait pas vraiment, mais elle ne mordait pas non plus. Elle posa les chaussons devant Claire. « Tiens !» C'était surréaliste. C'était une pièce de théâtre mal jouée où tout le monde connaissait son texte, sauf la victime. Claire enfila ses chaussons. Elle entra dans ce salon qui ressemblait à un piège à miel. « Asseyez-vous », dit Agathe en dirigeant les opérations. « J'ai fait mon fameux poulet chasseur. Lucas m'a dit que c'était ton plat préféré quand il venait dîner au début. » C'était vrai. Au début de leur relation, Agathe avait cuisiné ce plat, une seule fois, avant que les masques ne tombent. Claire s'assit. La table était dressée avec l'argenterie des grands jours. « Ça sent très bon, » dit-elle. Agathe servit Claire en premier, une grosse cuisse de poulet, des champignons, de la sauce. « Mange, ma fille, tu es trop maigre, tu as besoin de force. » Claire regarda son assiette. Est-ce empoisonné ? Probablement pas. Ils avaient besoin d'elle vivante et coopérative ce soir. Le poison, c'était les gouttes dans l'eau pour l'affaiblir à long terme. Le dîner, c'était la séduction. Elle coupa un morceau de poulet et le porta à sa bouche. Agathe et Lucas la regardaient avec une intensité prédatrice dissimulée sous des sourires bienveillants. « Délicieux, » dit Claire. Un soupir de soulagement collectif parcourut la table. « Je suis contente, » dit Agathe. « Tu sais, Claire, parfois on est maladroite, Solène et moi. On a nos habitudes de vieille France, et toi tu es très moderne, mais on t'aime beaucoup, tu fais partie de la famille. » « Oui, renchérit Léka, posant sa main sur celle de Claire. « On veut juste que tu sois heureuse. On s'est dit qu'on devrait faire plus d'efforts pour t'aider à la maison. » Claire mâcha lentement, elle avala. « Merci, j'apprécie. C'est vrai que je me sens un peu dépassée en ce moment. » Elle leur donnait ce qu'ils voulaient, l'image d'une femme faible au bord du burn-out, prête à accepter de l'aide. « Justement, » dit Lucas, enchaînant un peu trop vite, « on a discuté avec maman. On pense que tu devrais lever le pied, peut-être prendre un mi-temps ou un congé sabbatique ?» Claire baissa les yeux vers son assiette pour cacher la lueur glaciale dans son regard. Un congé sabbatique, pour qu'il puisse prendre le contrôle total des finances. « C'est compliqué, Lucas. On a des factures, le crédit de l'appartement. »« C'est là que j'ai une bonne nouvelle, » l'interrompit Lucas, triomphant. Il se leva et alla chercher un dossier posé sur le buffet. Le cœur de Claire rata un battement. Allait-il lui montrer les papiers de la maison en Normandie ? Non, il sortit une brochure brillante. « J'ai une opportunité d'investissement incroyable. Un ami d'école lance une start-up dans l'énergie verte. C'est du solide. Il me propose d'entrer au capital en tant qu'associé fondateur. » Agathe hocha la tête, jouant son rôle de soutien. « C'est une chance inouïe pour Lucas de rebondir, Claire. Il pourrait enfin contribuer au foyer comme un homme doit le faire. Il ne se sentirait plus inférieur à toi. » La culpabilisation, l'arme favorite d'Agathe. « C'est génial, Lucas, » dit Claire d'une voix neutre. « Combien ?» Lucas hésita une seconde, puis lâcha le chiffre comme si c'était une petite somme. « Il faut un ticket d'entrée de 50 000 €. C'est rien par rapport au retour sur investissement prévu. On pourrait doubler la mise en 6 mois. Et avec ça, tu pourrais arrêter de travailler autant. On pourrait même penser à avoir ce bébé dont tu parles tout le temps. » Le coup au cœur, le bébé. Claire posa sa fourchette. Le bruit du métal contre la porcelaine résonna dans le silence. Il osait utiliser leur désir d'enfant, un désir qu'elle croyait partager, comme levier pour lui extorquer de l'argent. 50 000 €. C'était exactement le montant de l'acompte pour la maison en Normandie, selon le mail qu'elle avait lu. Quelle coïncidence! Claire ferma les yeux, feignant la réflexion intense. 50 000 €. C'est beaucoup d'argent, Lucas. Je devrais toucher à mon épargne retraite. C'est pour notre avenir, insista Lucas, se penchant vers elle. Pour notre famille, tu ne me fais pas confiance ? Claire rouvrit les yeux. Elle le regarda droit dans les prunelles. Si, Lucas, je te fais confiance. Un sourire radieux, presque enfantin, éclaira le visage de Lucas. Agathe échangea un regard rapide avec Solène. C'est gagné. Vraiment ? Tu es d'accord ? Oui, dit Claire.
Si c'est pour que tu retrouves ta priorité et confondes une famille, je suis d'accord. Je ferai le virement demain. » Lucas bondit de sa chaise et la serra dans ses bras. Il sentait le vin et le mensonge. « Merci, merci mon amour, tu ne le regretteras pas. » Agathe leva son verre, à la réussite de Lucas et à la générosité de Claire. Claire leva son verre d'eau. Elle but une gorgée. C'était de l'eau du rapotier, servie à table, sans danger. « À notre avenir, dit-elle. » À l'intérieur, elle hurlait. Elle ne ferait jamais ce virement, mais elle avait besoin de temps. Elle avait besoin de voir jusqu'où ils iraient, et surtout, elle avait besoin de ce soir pour fouiller le téléphone de Lucas pendant qu'il dormirait, ivre de sa fausse victoire. Le dîner touchait à sa fin. L'ambiance était détendue, presque festive. Lucas avait ouvert une deuxième bouteille de vin. Agathe racontait des anecdotes sur l'enfance dorée de Lucas avant la faillite. Soudain, Solène se leva. « Ah, au fait, Claire, j'ai vu ta bouteille de jus vert dans le frigo. Je voulais y goûter ce midi, mais j'ai pas osé. C'est bon, ce truc ?» Claire se figea. Le test. Elle voulait voir si elle l'avait bu, si elle avait ingéré le crachat. C'était leur petite jouissance clivée, leur façon de vérifier leur pouvoir sur elle. Claire sourit. Un sourire fatigué, mais poli. « C'est très spécial, Solène. Beaucoup de gens trouvent ça amer, mais moi, ça me donne de l'énergie. »« Tu l'as bu aujourd'hui ?» demanda innocemment Lucas. « Je ne t'ai pas vu la prendre ce matin. »« Non, » mentit Claire. « Je l'ai laissée au frigo. Je me suis dit que je la boirais ce soir, après le dîner, pour digérer. » Les yeux de Solène brillèrent d'une lueur malveillante. « Oh, bonne idée. Je vais te la chercher. » Solène courut à la cuisine. Elle revint avec la bouteille entamée. Le liquide vert boueux semblait innocent, mais Claire savait ce qu'il contenait. Solène posa la bouteille et un verre devant Claire. « Allez, bois, santé. » C'était un défi. Si elle refusait, elle paraissait suspecte. Si elle buvait, elle s'humiliait. Claire regarda la bouteille. Elle regarda Lucas, qui observait la scène avec un petit sourire en coin. Il savait, il était complice. Claire délissa le bouchon. L'odeur de gingembre monta à ses narines. Elle versa le liquide vert dans le verre. Elle le porta à ses lèvres. « Attendez, » dit-elle soudainement. Tout le monde se figea. « Quoi ?» demanda Agathe, la voix soudainement tranchante. Claire reposa le verre. « J'ai oublié mes vitamines. Je dois les prendre avec. Lucas, tu peux aller me chercher ma boîte de pilules dans mon sac à main ?» Lucas soupira, mais se leva. « T'es chiante avec tes rituels, Claire. » Il tourna le dos et alla vers l'entrée. Agathe et Solène regardaient Lucas s'éloigner. En une fraction de seconde, Claire saisit le verre de vin rouge de Lucas, qui était à moitié plein, et versa le contenu de son verre de jus vert dedans. Le mélange devint noirâtre, indétectable dans la pénombre de la bougie. Puis, elle versa un peu de l'eau de sa carafe dans son propre verre pour simuler qu'elle avait bu une partie du jus. La couleur restait verdâtre au fond. C'était un tour de passe-passe digne d'un magicien, exécuté avec la fluidité de la survie. Quand Lucas revint avec les vitamines, le verre de Claire était presque vide. « Voilà tes pilules. » Claire avala son comprimé avec le fond dilué de son verre, qu'elle ne but pas vraiment, le gardant en bouche avant de prétendre l'avaler. « Merci, » dit-elle, « ça fait du bien. » Solène regarda le verre vide de Claire. Elle sourit largement. « C'était bon ?»« Délicieux, » dit Claire, un peu plus texturé que d'habitude. Solène et Agathe éclatèrent de rire, un rire cruel qu'elles déguisèrent en tout. Lucas reprit sa place. Il prit son verre de vin. « Bon, au business. » Il but une grande gorgée de son vin. Le vin mélangé au jus. Le vin mélangé au crachat de sa sœur. Claire le regarda boire. Elle ne ressentit aucune pitié, juste une justice poétique froide. Il avalait son propre poison. Il avalait le mépris de sa famille sans le savoir. « C'est bizarre, ce vin, » dit Lucas en grimaçant. « Il a tourné ?»« Mais non, » dit Agathe, « c'est un grand cru. Tu n'y connais rien. Finis ton verre. » Lucas obéit à sa mère. Il finit le verre. 23 heures. L'appartement était calme. Agathe et Solène étaient retournées dans leur chambre, surexcitées par la promesse des 50 000 €. Lucas dormait profondément à côté de Claire, ronflant légèrement, l'alcool et l'émotion ayant eu raison de lui. Claire ne dormait pas. Elle se leva doucement. Elle alla dans le salon. Elle récupéra son sac à main. Elle en sortit le dictaphone numérique qu'elle utilisait pour ses réunions. Elle retourna dans la chambre. Elle s'approcha de Lucas. Elle chuchota à son oreille. « Lucas, Lucas ?» Il grogna. « Le code de ton téléphone. J'ai oublié le code pour mettre le réveil. C'est quoi déjà ?» Dans son demi-sommeil, les défenses baissées, Lucas marmonna. « 19
98 0 0. L'année de naissance de sa sœur, évidemment. Claire tapa le code. Le téléphone se déverrouilla. Elle ne perdit pas de temps avec les messages. Elle savait déjà ce qu'il y avait dedans. Elle alla directement dans l'application « Banque ». Elle entra le même code. Ça marcha. Elle vit les comptes. Compte courant, moins 4 300 €, à décours. Mais il y avait un autre onglet. Assurance vie, bénéficiaire. Elle cliqua. Contrat. Prévoyance décès. Assuré, Claire L. Date de souscription, il y a 3 semaines. Montant garanti, 2 millions d'euros. 2 millions d'euros. C'était le prix de sa tête. La clause précisait décès accidentel ou maladie soudaine. L'empoisonnement lent par les gouttes simulait une maladie. La chute dans les escaliers simulerait un accident. Ils avaient couvert toutes les bases. Claire prit des photos de l'écran avec son propre téléphone. Puis, elle alla dans les notes. Elle trouva une note intitulée « Projet Renaissance ». Elle l'ouvrit. C'était un calendrier. Janvier. Emménagement Maman et Solène. Fait. Février. Obtenir 50K pour racontement maison. En cours. Mars. Claire. Burn-out. Arrêt de maladie. Avril. Augmenter dose gouttes. Hospitalisation. Mai. Signature vente maison Normandie. Juin. Adieu Claire. Adieu Claire. C'était écrit noir sur blanc. Claire sentit ses larmes couler. Non pas de tristesse, mais de terreur pure. Ils avaient planifié sa mort pour juin, dans 5 mois. Mais avec les 50 000 € qu'elle a promis ce soir, elle venait d'accélérer le calendrier. Une fois l'argent viré, il n'aurait plus besoin d'elle saine d'esprit. Il passerait directement à la phase hospital. Claire reposa le téléphone de Lucas sur la table de nuit. Elle se regarda dans le miroir de la commode. Elle était seule. Pas de parents pour la protéger, pas de frères pour la venger. Elle était seule face à 3 loups. « Tu ne verras jamais le mois de juin, Lucas », murmura-t-elle. Elle retourna se coucher. Elle se colla contre le dos de son mari, comme une épouse aimante. Elle posa sa tête sur l'épaule de l'homme qui voulait la tuer, et pour la première fois depuis des jours, elle s'endormit paisiblement, parce qu'elle avait un plan, et demain, le piège se refermerait, mais pas sur elle. 9 heures, le lendemain matin. L'ambiance dans la salle à manger était fébrile. Lucas avait posé son ordinateur portable sur la table, la page de la banque en ligne ouverte. Il tapait du pied nerveusement. Agathe faisait semblant de lire un magazine, mais ses yeux étaient fixés sur l'écran. Solène, elle, avait déjà ouvert une page de site de voyage pour des vacances à Bali. Claire était assise devant l'ordinateur. Elle tenait le boîtier de validation bancaire, le Digipass, dans sa main. « Alors » pressa Lucas. « Qu'il a juste à entrer le code, chérie. 50 000 €, c'est simple. » Claire regarda l'écran. Bénéficiaire, GreenTech Solutions. IBAN, FR 76. Elle avait fait ses recherches dans la nuit. GreenTech Solutions n'était pas une start-up. C'était une coquille vide, une société écran enregistrée au nom d'un prêteur sur gage douteux en banlieue parisienne. L'argent n'irait pas dans un investissement. Il irait rembourser les dettes de jeu ou de vie de luxe de Lucas et sa mère. Claire inspira profondément. Elle devait jouer la carte de l'innocence jusqu'au bout pour les piéger. Elle tapa un code erroné. Une fois. Code incorrect. « Attention Claire !» s'écria Lucas. « Ne te trompe pas, sinon ça bloque le compte. » Elle tapa un deuxième code erroné. Code incorrect. Plus qu'un essai. Agathe se leva brusquement, laissant tomber son magazine. « Donne-moi ça. Tu le fais exprès ou quoi? Tes mains tremblent. C'est tes médicaments ?» Claire retira sa main. Elle se tourna vers eux, son visage soudainement calme, dépourvu de la nervosité qu'elle affichait depuis des jours. « Il y a un problème, » dit-elle doucement. « Quel problème ?» aboya Solène. « Tape le putain de code. » « J'ai reçu une alerte de la banque ce matin, » mentit Claire avec un aplomb glacial. « Ils ont signalé ce bénéficiaire comme suspect. Ils disent que c'est lié à un réseau de blanchiment d'argent. Si je valide, ils bloquent tous mes comptes et appellent la police financière, Tracfin. » Le silence tomba dans la pièce. Un silence lourd, terrifié. Lucas devint blême. « Quoi ? C'est impossible. C'est mon ami. » « Alors, ton ami est un escroc, Lucas, » dit Claire, en fermant l'ordinateur. « Je ne peux pas faire le virement. Je ne vais pas risquer ma carrière et la prison pour une arnaque. » Elle se leva. « Je suis désolée. L'investissement est annulé. » Ce fut comme si elle avait retiré la goupille d'une grenade. L'espoir des 50 000 € s'évaporait et avec lui le masque de gentillesse d'Agathe. « Tu mens !» hurla Agathe. La vieille dame distinguée disparut. À sa place, il y avait une harpie aux yeux fous. Elle contourna la table et attrapa le poignet de Claire avec une force surprenante. « Tu as inventé ça. Tu ne veux pas nous aider. Tu veux nous laisser couler. » Claire sentit les ongles d'Agathe s'enfoncer dans sa chair. «
Lâche-moi, Agathe, tu me fais mal. Maman, arrête, tenta Lucas, mais mollement. Non, cria Agathe. Elle se moque de nous depuis le début. Regarde-la, elle nous regarde de haut avec son petit air de sainte Nitouche. Je ne peux pas risquer ma carrière. Égoïste. Tout ce que tu as, c'est grâce à nous, grâce au nom de De Villefort que mon fils t'a donné. Sans nous, tu n'es rien, juste une petite orpheline pathétique. Le venin sortait enfin. Claire se dégagea violemment, reculant vers le buffet. Le nom de Villefort, ce nom ne vaut plus rien, Agathe. Il est synonyme de dette et de ruine. C'est mon argent qui paie ce toit. C'est mon argent qui paie ta nourriture. Et tu oses me traiter d'égoïste. Solène se leva à son tour, menaçante. Ferme ta gueule. Tu vas faire ce virement ou je te jure que... Que quoi? Coupa Claire, sa voix montant d'un cran. Qui va cracher dans mon verre, encore une fois? Solène se figea. Lucas écarquilla les yeux. Tu sais? Bégaya Solène. Claire sourit. Un sourire triste et dangereux. Je sais tout. Je sais pour le crachat. Je sais pour le sac Chanel. Je sais pour la maison en Normandie que vous voulez racheter avec mon argent. Et je sais pour les gouttes dans mon eau. Elle sortit de sa poche le rapport du laboratoire qu'elle avait reçu à l'aube. Elle le jeta sur la table. Benzodiazépine et agent psychotrope. Une dose de cheval. Vous essayez de me droguer pour me faire passer pour folle? C'est ça votre plan? Me mettre sous tutelle? Lucas regarda le papier, tremblant. Il ne pouvait plus nier. Il s'effondra sur une chaise, se prenant la tête dans les mains. C'était pas pour te faire du mal, c'était juste pour que tu te reposes. Maman a dit que... Tais-toi, imbécile, claqua Agathe. Agathe ne regarda même pas le Rator. Elle regarda Claire. Et pour la première fois, Claire vit une lueur meurtrière dans les yeux de sa belle-mère. Il n'y avait plus de retour en arrière. La vérité était nue. « Très bien, » dit Agathe, sa voix redevenue calme, mais d'un calme terrifiant. « Tu sais tout. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Appeler la police? Ton mari est complice. Tu vas l'envoyer en prison? Le père de tes futurs enfants? » C'était le chantage affectif ultime. « Il n'y aura pas de futurs enfants avec un homme qui m'empoisonne. Je veux que vous partiez, tous, maintenant. Je demande le divorce. » Le mot divorce résonna comme un coup de tonnerre. Agathe éclata de rire. Un rire sec. Le divorce, tu penses que c'est si simple? Nous sommes mariés sous le régime de la communauté, ma chère. Tu devras partager tout ce que tu as gagné. Et avec ton état mental, qui croira une femme qui hallucine? Nous dirons que tu te drogues toi-même, que tu es paranoïaque. Agathe s'approcha de Claire, l'acculant contre le mur. Tu ne vas pas divorcer. Tu vas faire ce virement. Et ensuite, tu vas aller te reposer dans une clinique que je connais très bien, et nous gérerons tes affaires. C'est la seule issue. Claire se sentit piégée. Ils étaient 3, elle était seule. Physiquement, elle ne faisait pas le poids, mais elle avait une dernière carte. Une carte qu'elle ne voulait pas jouer, mais elle n'avait plus le choix. « Il y a une raison pour laquelle je ne peux pas prendre vos médicaments, » dit Claire, sa main se posant instinctivement sur son ventre plat, « et une raison pour laquelle aucun juge ne me mettra en clinique. » Lucas releva la tête. Il vit le geste de Claire. « Quoi ?» Claire le fixa droit dans les yeux. « Je suis enceinte, Lucas, de 6 semaines. » Le temps se suspendit. Lucas se leva lentement, comme un somnambule. « Enceinte? Vraiment ?» Un mélange d'émotions traversa son visage. Joie, terreur, confusion. C'était son rêve, mais c'était aussi son cauchemar vu le contexte. « Oui, » continua Claire, « j'ai eu la confirmation hier. C'est pour ça que j'ai fait l'analyse de sang qui a révélé le poison. » Elle se tourna vers Agathe. « Vous empoisonnez votre petit-fils, Agathe. Vous essayez de tuer l'héritier de votre précieux nom de Villefort. » C'était le coup de maître. Claire pensait que cela les arrêterait, que la famille et la lignée étaient sacrées pour Agathe. Elle s'attendait à voir Agathe reculer, horrifiée. Mais c'est là que le vrai twist arriva. Agathe ne recula pas. Son visage s'éclaira d'une lueur nouvelle. Pas de remords, mais de l'opportunité. Elle sourit. « Un bébé, dit-elle doucement. Un héritier. » Elle regarda Lucas, puis Solène. « C'est merveilleux, c'est parfait. » Claire fronça les sourcils. Elle ne comprenait pas cette réaction. « Parfait? Vous ne m'entendez pas? Je vais partir avec mon enfant. » Agathe s'approcha encore, envahissant l'espace vital de Claire. Elle posa sa main froide sur le ventre de Claire. Claire voulut la repousser, mais elle était tétanisée. « Oh non, tu ne vas nulle part, Claire, » chuchota Agathe. « Tu ne comprends pas? Un enfant change tout. Si tu divorces maintenant, tu as la garde. Mais si tu es déclarée inapte, si la mère est psychologiquement instable, dangereuse pour elle-même, à qui revient la garde? Au père et à la grand-mère paternelle. » Le sang de Claire se glaça. Agathe ne voyait pas l'enfant comme une vie à protéger, elle le voyait comme un levier juridique ultime.
Avec un enfant, nous n'avons plus besoin de toi vivante après la naissance, continua Agathe avec une franchise monstrueuse. Nous avons juste besoin du bébé. Il aura l'héritage et nous aurons la tutelle du bébé. Agathe se tourna vers Lucas. Lucas attrape son téléphone. Quoi? Dit Lucas, perdu. Prends son téléphone, maintenant. Elle ne doit appeler personne. Claire réalisa son erreur. Elle avait pensé que la grossesse serait son bouclier. Au lieu de cela, elle était devenue une cible encore plus précieuse. Elle n'était plus une épouse à dépouiller, elle était un incubateur à séquestrer. Claire tenta de courir vers la porte d'entrée. « Lucas, ne fais pas ça !» Lucas hésita une seconde. Il regarda sa femme enceinte, puis il regarda sa mère qui le foudroyait du regard. L'habitude de la soumission l'emporta. Il se jeta sur Claire et lui arracha le téléphone des mains. « Pardon Claire, c'est pour ton bien. Maman sait ce qu'elle fait. »« Non, rends-moi ça !» Solène courut verrouiller la porte d'entrée à double tour et mit la clé dans sa pochette. « On fait quoi maintenant ?» demanda Solène, excitée par l'action. Agathe lissa sa robe, reprenant son calme impérial. « Maintenant, Claire va prendre un congé maladie de longue durée. Elle a besoin de repos absolu pour sa grossesse difficile. Lucas appelle son bureau, dit qu'elle a fait un malaise ce matin, une menace de fausse couche, qu'elle ne reviendra avant 1 mois. Elle se tourna vers Claire, qui était retenue par Lucas. « Tu vas aller dans ta chambre, Claire, et tu vas y rester. Nous allons prendre grand soin de toi et de mon petit-fils. » Claire se débattait, hurlant. « À l'aide! Au secours !» Agathe s'approcha et gifla Claire, un coup sec, violent. « Tais-toi! Les voisins sont en vacances. Personne ne t'entendra. » Claire tomba à genoux, choquée, la main sur la joue brûlante. Elle leva les yeux vers eux. Le piège s'était refermé. Ce n'était plus un drame familial, c'était une séquestration. Claire fut traînée dans sa chambre. Lucas la poussa sur le lit. « Reste calme, Claire, supplia-t-il, les larmes aux yeux. Ne les énerve pas, je t'en prie. Tu es un monstre, un quart et un monstre. » Lucas baissa la tête et sortit. Clac. Le bruit de la clé tournant dans la chambre de sa propre chambre. Claire se précipita vers la fenêtre. C'était le 5e étage. Impossible de sauter. Elle courut vers la porte, frappa de toutes ses forces. Rien. Elle était prisonnière chez elle, sans téléphone, sans ordinateur, enceinte, et ses geôliers étaient sa belle famille. Elle s'assit sur le sol, le dos contre la porte. Elle ne pleura pas. Le temps des larmes était fini. Elle posa la main sur son ventre. Ils veulent le bébé. Ils ne l'auront jamais. Son regard se posa sur un objet oublié sur la table de nuit, le vieux babyphone qu'elle avait acheté pour sa nièce il y a 2 mois et qu'elle n'avait jamais offert. Il était encore dans sa boîte. Mais surtout, elle se souvint de la caméra espion dans la cuisine. Elle n'avait plus son téléphone pour voir les images, mais la caméra enregistrait toujours sur le cloud. Tout ce qui venait de se passer, l'avait du poison, la mémasse sur le bébé, la séquestration, tout était enregistré. Si seulement elle pouvait envoyer un signal à l'extérieur. Mais pour l'instant, elle était seule dans le noir, et le vrai cauchemar ne commençait que là-bas. 3 jours. Cela faisait 3 jours que la porte de la chambre s'était refermée. 3 jours que le monde de Claire s'était réduit à 20 mètres carrés, un lit, une commode, une salle de bain attenante dont la fenêtre donnait sur une cour intérieure aveugle, et cette porte blanche, impitoyable, verrouillée de l'extérieur. Le temps n'avait plus de sens. Ils avaient pris sa montre, ils avaient pris son téléphone, son ordinateur et même le réveil numérique. La seule mesure du temps était la lumière qui filtrait à travers les rideaux lourds qu'elle n'avait pas la force d'ouvrir, et le rythme des plateaux repas. Claire était allongée sur le lit, recroquevillée en position fétale. Elle portait encore les vêtements de l'explosion, sa jupe crayon froissée, son chemisier taché de suaire séchée. Elle se sentait sale, pas seulement physiquement, mais spirituellement. Elle avait faim, une faim sourde, lancinante. Sur la commode, un plateau reposait, une soupe froide, du pain et un verre d'eau. Mais elle n'y avait pas touché. Elle savait que c'était le vecteur. La nourriture était l'arme. Elle buvait seulement l'eau du robinet de la salle de bain, en petite quantité, priant pour que le système de filtration de l'immeuble soit sûr. Elle ferma les yeux. Dans le silence, elle entendait les bruits de la vie normale de l'autre côté de la porte. Elle entendait la télévision, une émission de jeu, des rires enregistrés. Elle entendait le bruit de l'aspirateur. Agathe faisait le ménage. Elle nettoyait l'appartement qui ne lui appartenait pas, effaçant les traces de Claire, remplaçant son odeur par celle de la lavande bon marché. C'était une torture subtile. Il vivait sa vie dans sa maison, pendant qu'elle pourrissait dans sa chambre comme un secret honteux. Soudain,
le bruit de la clé dans la serrure. Clac, clac. Claire se redressa, adossée à la tête de lit. Son cœur s'emballa. Qui serait-ce? Le bourreux? Agathe? Le traître? Lucas? Ou la sadique, Solène? La porte s'ouvrit. C'était Agathe. Elle était impeccable, coiffée, maquillée, portant un tablier propre. Elle tenait un nouveau plateau fumant. Elle sourit. Un sourire doux, maternel, terrifiant. « Bonjour, ma chérie, tu as meilleure mine aujourd'hui. » Elle posa le plateau sur la table de nuit et regarda le précédent, intact. Elle soupira, une expression de déception exagérée sur le visage. « Claire, tu n'as encore rien mangé. Tu veux mourir? Tu veux tuer le bébé? » « Je ne mangerai pas votre poison, » croassa Claire. Sa voix était rauque, brisée par le manque d'usage. Agathe s'assit sur le bord du lit. Elle ne semblait pas en colère. Elle semblait triste. « Du poison? Oh, Claire, ma pauvre enfant, il n'y a pas de poison. C'est dans ta tête. Tout est dans ta tête. » C'était le début de la séance, le lavage de cerveau. Agathe prit une cuillère de soupe et la tendit vers Claire. « Goûte, c'est un velouté de potimarron. C'est plein de vitamines. Lucas l'a mangé aussi, Solène aussi. Nous allons tous très bien. Toi seule es malade. » Claire détourna la tête. « J'ai vu le rapport du labo. Benzodiazépine. » Agathe posa la cuillère. Elle prit un ton de confidence, comme on parle à un enfant perturbé. « Ce rapport, tu l'as écrit toi-même, Claire. Tu ne t'en souviens pas ?» Claire se figea. Elle tourna la tête vers sa belle-mère. « Quoi? Tu as imprimé un faux rapport au bureau. Lucas l'a trouvé dans tes affaires. Tu as inventé toute cette histoire de poison parce que tu es stressée. Tu es en dépression périnatale, Claire. C'est fréquent. Les hormones te font imaginer des ennemis partout. Tu nous détestes parce que nous t'aimons trop. »« C'est faux !» hurla Claire. « Vous mentez. Vous voulez mon argent. » Agathe secoua la tête avec pitié. « De l'argent? Quel argent, Claire? Tu es endettée. Nous avons vu tes comptes. Tu dépenses tout en vêtements de luxe, en voyages imaginaires. Tu es ruinée. C'est pour ça que tu as inventé cette histoire, pour ne pas admettre que tu as tout perdu. » Claire sentit le sol se dérober sous elle. C'était grotesque, c'était absurde, mais dit avec tant d'assurance, tant de calme. Une fraction de seconde, le doute s'insinua. Est-ce que je suis ruinée? Ai-je halluciné mes économies? Non, elle se rappela le sac Chanel de Solène, le rachat de la maison. Elle se mordit la lèvre jusqu'au sang pour rester ancrée dans la réalité. « Sortez, » dit Claire, « sortez de ma chambre. » Agathe se leva. « Ce n'est pas ta chambre, Claire, c'est une chambre de repos. Nous avons appelé ton bureau. Ils ont été très compréhensibles. Ils savent que tu as des antécédents fragiles. » « Des antécédents? Je n'ai jamais été malade. » « Si, Claire, ton enfance, l'orphelinat, le traumatisme de l'abandon. Tout remonte maintenant que tu vas être mère. Tu rejettes ta nouvelle famille parce que tu as peur qu'on t'abandonne. Alors tu inventes des crimes pour justifier ta haine. C'est de la projection psychologique classique. » Agathe avait réponse à tout. Elle utilisait les insécurités les plus profondes de Claire, son orphelinat, sa peur de la solitude, pour construire une cage mentale autour d'elle. « Mange ta soupe, Claire, » conclut Agathe en se dirigeant vers la porte. « Si tu ne manges pas d'ici ce soir, nous devrons te nourrir de force. C'est pour ton bien. Nous ne te laisserons pas te suicider. » Elle sortit. Clac. Claire resta seule. Elle tremblait. Ce n'était pas seulement de la méchanceté, c'était de l'art. Agathe était en train de réécrire l'histoire pour que si jamais Claire parvenait à parler à quelqu'un, elle passe pour une folle paranoïaque. 1 heure plus tard. La porte s'ouvrit à nouveau. Solène. Elle entra comme une tornade, portant un grand miroir sur pied qu'elle avait traîné depuis le couloir. Elle le plaça face au lit, face à Claire. « Regarde-toi » dit Solène avec un dégoût théâtral. « Tu fais peur !» Claire leva les yeux vers le miroir. L'image qui lui fut renvoyée était choquante. Ses cheveux étaient gras, emmêlés, ses yeux étaient cernés de noir, enfoncés dans leurs orbites. Sa peau était grise, ses lèvres gercées. Elle ressemblait vraiment à une folle. Elle ressemblait à la femme qu'Agathe décrivait. Solène s'approcha, mâchant un chewing-gum bruyamment. Elle portait les boucles d'oreilles en diamant de Claire. « Tu sais, Lucas a pleuré toute la nuit.
Il a honte de toi. Claire fixa les diamants à ses oreilles. Enlève mes boucles d'oreilles. Solène toucha le bijou, provocante. Celles-là? Lucas me les a données. Il a dit « Tiens, prends-les, Claire ne les mérite plus, elle est devenue trop laide à l'intérieur. » Menteuse. Tu crois? Lucas m'a dit que tu étais frigide au lit depuis des mois, qu'il restait avec toi par pitié. Et maintenant que tu es enceinte et folle, franchement, je le plains. Heureusement qu'on est là pour le soutenir. On va s'occuper du bébé mieux que toi. Toi, tu serais capable de le noyer dans ton bain par accident. Solène s'approcha très près, son visage à quelques centimètres de celui de Claire. Tu sais ce qu'on va faire? Quand le bébé sera né, on dira qu'il est mort à la naissance, on l'emmènera loin, et toi, tu resteras ici, jusqu'à ce que tu pourrisses. Claire sentit une vague de rage pure. Elle leva la main pour griffer ce visage suffisant pour arracher ses diamants. Mais c'était ce que Solène voulait, une agression physique. Claire laissa retomber sa main. « Sors !» dit-elle faiblement. Solène éclata de rire. « T'es même pas capable de te défendre, tu es une victime née. » Elle sortit en laissant le miroir. Claire resta face à son reflet dévasté. « Je ne suis pas folle », se répéta-t-elle comme un mantra. « Je ne suis pas folle. Il me vole, il me tue. » La nuit tombait. L'ombre envahissait la chambre. Claire n'avait toujours pas mangé. Elle était déshydratée, la tête lui tournait. La porte s'ouvrit doucement. C'était lui, Lucas. Il entra avec précaution, comme s'il entrait dans une cage d'un animal sauvage. Il tenait un verre d'eau et 2 pilules blanches. Il s'assit au bord du lit. Il avait l'air épuisé, les yeux rouges. Il pleurait. C'était le moment le plus dangereux, la pitié. Claire se redressa. Elle chercha une lueur d'humanité dans ses yeux. « Lucas, Lucas, aide-moi !» Lucas renifla. Il prit la main de Claire. Sa main était chaude. « Je suis là, Claire. Je suis là. Fais-moi sortir, Lucas. S'il te plaît. Ils sont fous. Ta mère, ta sœur. Ils veulent me garder prisonnière. Emmène-moi. On part tous les deux. Juste nous. Et le bébé. » Lucas caressa les cheveux sales de Claire. Il pleurait silencieusement. « On ne peut pas partir, Claire. Tu n'es pas en état. Maman a raison. Tu es confuse. » Claire retira sa main comme si elle avait été brûlée. « Toi aussi? Tu vas me réciter leur script? Lucas, regarde-moi. C'est moi, Claire, ta femme, celle qui t'a soutenue pendant 3 ans, celle qui t'a tout donné. » Lucas baissa la tête, incapable de soutenir son regard. « Je sais. Je t'aime, Claire. Je t'aime tellement. C'est pour ça que je dois faire ça. » Il lui tendit les pilules. « Prends ça. Ça va t'aider à dormir, à ne plus avoir peur. » Claire regarda les pilules. « C'est quoi? Des calmants? Du poison? » « Ce sont des vitamines et un léger sédatif. Le médecin l'a prescrit. »« Quel médecin? Le vétérinaire de ta mère ?» Lucas serra les dents. « Arrête d'être sarcastique. Arrête de nous combattre. Pourquoi tu ne peux pas juste lâcher prise? Si tu dors, tout sera plus facile. On prendra soin de toi. On gérera tout. L'argent, la maison. Tu n'auras plus à t'inquiéter de rien. » Claire comprit alors la vérité profonde de son mari. Il n'était pas méchant, il était pire. Il était faible. Il préférait voir sa femme droguée et prisonnière plutôt que de confronter sa mère. Il préférait le confort de la soumission à la difficulté de la liberté. Il voulait qu'elle dorme pour ne pas avoir à voir la culpabilité dans ses yeux à elle. « Tu es un lâche, Lucas, » murmura Claire. « C'est ça la vérité. Tu me vends pour un ragot de ta mère et une maison en Normandie. » Lucas tressaillit. Ses larmes s'arrêtèrent. Son visage se durcit. Il ne supportait pas ce miroir de sa propre lâcheté. Il agrappa Claire par la nuque, pas pour la frapper, mais pour la forcer. « Prends ces putains de pilules !» cria-t-il, sa voix se brisant. « Prends-les et ferme-la, je ne veux plus entendre me juger. » Il força les pilules dans sa bouche et versa l'eau. Claire s'étouffa. Elle cracha l'eau, elle griffa la main de Lucas. Mais il était plus fort. Il lui maintint la bouche fermée, lui pinça le nez. Le réflexe de survie l'obligea à avaler. Une pilule passa. L'autre resta coincée, fondant une amertume chimique sur sa langue. Lucas la relâcha. Il recula, haletant, horrifié de ce qu'il venait de faire.
Claire toussait, recroquevillée sur le matasseau. Elle le regarda avec une haine pure, absolue. Une haine qui remplaça tout l'amour qu'elle avait jamais eu pour lui. « Je ne t'oublierai jamais, Lucas », dit-elle d'une voix calme, terrifiante. « Je n'oublierai jamais ce moment. » Lucas ne put supporter ce regard. Il s'enfuit de la chambre comme un voleur. Clac, verrouillé. Claire resta seule dans le noir. Le sédatif commençait à agir. Ses membres devenaient lourds, ses pensées devenaient flots. Le gaslighting était complet. Il l'avait isolée, humiliée, et maintenant droguée de force par la main de celui qui avait juré de la protéger. Elle rampa jusqu'au miroir laissé par Solène. Elle regarda ses yeux qui commençaient à se fermer contre sa volonté. Elle posa sa main sur son ventre. « Ne dors pas !» chuchota-t-elle à elle-même. « Ne dors pas, Claire. Si tu dors, tu disparais. » Mais le noir l'emporta. Et dans ce sommeil chimique, elle rêva qu'elle était dans une boîte en glyre, comme son bento, et que sa belle famille la dévorait morceau par morceau avec des fourchettes argentées. Le temps n'existait plus. Il n'y avait que le brouillard. Claire nageait dans une mélasse grise et collante. Les pilules que Lucas lui avait forcé à avaler, ce cocktail de sédatifs et d'anxiolytiques, avaient fait leur œuvre. Son esprit, d'habitude si vif et analytique, était réduit à une bouillie informe. Elle ouvrit les yeux, la chambre était plongée dans la pénombre. Était-ce le jour, la nuit, le lendemain, ou une semaine plus tard? Elle essaya de se lever, mais ses jambes étaient comme du coton. Elle retomba lourdement sur le matelas, la tête tournant violemment. « Bébé » murmura-t-elle. Sa main chercha instinctivement son ventre. Il était là. Une petite chaleur, une promesse de vie au milieu de la mort. C'était sa seule ancre. Tant que ce cœur battait en elle, elle n'avait pas le droit de sombrer. Elle avait soif, une soif terrible, désertique. Sur la table de nuit, le verre d'eau était là, intact. Elle savait qu'il contenait encore des gouttes. Elle ne pouvait pas boire. Elle devait ramper jusqu'à la salle de bain pour boire au robinet. Elle se laissa glisser du lit. Ses genoux heurtèrent le parquet froid. La douleur fut lointaine, étouffée par la drogue. Elle rampa, centimètre par centimètre, comme un soldat blessé sur un champ de bataille. Elle atteignit la salle de bain. Elle s'y hissa au lavabo. Elle ouvrit le robinet. L'eau froide gicla. Elle but avidement, éclaboussant son visage, son pyjama. L'eau froide dissipa un peu le brouillard. Une étincelle de lucidité revint. Elle entendit des voix. Elles venaient de la ventilation de la salle de bain qui communiquait avec la cuisine ou le salon. Le notaire a appelé. Il faut la signature de Claire pour débloquer l'assurance vie par anticipation si on la déclare invalide, disait la voix d'Agathe. On ne peut pas imiter sa signature ? Demandait Solène. Trop risqué. Il faut qu'elle signe. Ou alors quoi ? Si elle perd le bébé, le choc émotionnel sera suffisant pour justifier une hospitalisation psychiatrique immédiate. Et une fois internée, je serai sa tutrice légale. Je signerai à sa place. Claire se figea, l'eau coulant encore sur son menton. Si elle perd le bébé, il ne voulait pas seulement l'héritier, il considérait la mort du bébé comme une option stratégique viable, une accélération du dossier. Un frisson d'horreur pure la traversa, plus froid que l'eau du robinet. Elle devait partir, maintenant, même droguée, même à quatre pattes, elle devait sortir de cet appartement. Elle se regarda dans le miroir, une épave, mais dans ses yeux cernés de noir, une flamme s'alluma, la flamme d'une mère loup. Elle retourna dans la chambre, elle chercha une arme, rien, ils avaient tout enlevé, pas de ciseaux, pas de coupe-papier, juste le lourd miroir sur pied que Solène avait laissé. Elle s'approcha de la porte, verrouillée, mais elle entendit un bruit. Ding-dong! La sonnette de l'entrée. Quelqu'un était à la porte. Un livreur? Un voisin? La police? Elle entendit les pas précipités de Solène dans le couloir. « J'y vais, ça doit être ma commande Uber Eats. » Le bruit de la porte d'entrée qu'on déverrouillait, c'était sa chance, l'unique chance. Si elle criait, le livreur l'entendrait peut-être, mais avec l'insonorisation de l'appartement et sa voix affaiblie, c'était peu probable. Elle devait atteindre le couloir. Claire recula de quelques pas. Elle rassembla toutes ses forces, ignorant les vertiges qui faisaient tanguer le sol. Elle se jeta de tout son poids contre la porte de la chambre, l'épaule en l'avant. Bam! La porte trembla mais ne s'ouvrit pas. La serrure était solide. « Au secours !» cria-t-elle, mais sa voix sortit comme un râle étouffé. Elle entendit Solène rire dans l'entrée. « Merci, bonne soirée !» La porte d'entrée claqua. Le livreur était parti. Claire sentit les larmes monter. Elle avait raté sa chance. Mais soudain,
Elle entendit un cliquetis. Solène n'avait pas reverrouillé la porte d'entrée à double tour. Elle avait juste claqué la porte. De l'intérieur, on pouvait l'ouvrir sans clé. Mais la porte de la chambre était toujours fermée. Claire regarda la poignée. Elle vit le petit trou de la serrure. Elle regarda autour d'elle. Une épingle à cheveux? Un stylo? Rien. Soudain, elle vit ses lunettes de vue posées sur la commode. Elle portait des lentilles d'habitude, mais Agathe les avait jetées. Elle brisa une branche de ses lunettes. La tige métallique fine était parfaite. Les mains tremblantes, elle inséra la tige dans la serrure. Elle fouilla le mécanisme. C'était une vieille serrure intérieure, simple. Elle tourna. Clic. Le bruit le plus merveilleux du monde. Claire tourna la poignée. La porte s'ouvrit. Le couloir s'étendait devant elle, vide. Au bout, le salon. Agathe était dans sa chambre. Lucas n'était pas là. Solène était dans la cuisine en train de déballer ses burgers. Claire sortit pieds nus. Elle ne courait pas. Elle ne pouvait pas. Elle avança vite, en silence, longeant le mur pour ne pas tomber. Elle atteignit l'entrée. La porte de la liberté était là, à 2 mètres. Sa main toucha la poignée froide de la porte d'entrée. Elle l'abaissa. La porte s'entr'ouvrit. L'air frais de la prairie l'effleura. « Tu vas où comme ça ?» La voix de Solène claqua comme un fouet. Claire se figea. Elle se tourna lentement. Solène était là, un burger à la main, les yeux écarquillés de surprise puis de colère. « Maman, elle essaye de se barrer !» Claire n'attendit pas. Elle ouvrit la porte en grand et se jeta sur le palier. C'était le 5e étage. Elle devait prendre l'escalier de service car l'escalateur serait trop long à venir. Elle courut vers la cage d'escalier. Mais ses jambes la trahirent. L'effet des sédatifs revint par vagues. Elle trébucha sur le tapis du couloir. Elle se releva péniblement. Solène était déjà sur elle. Elle attrapa Claire par les cheveux. « Tu restes ici, la folle. Tu crois que tu vas où ?»« Lâche-moi !» hurla Claire, retrouvant sa voix pour pur désespoir. Elle griffa le visage de Solène. Une longue trace rouge apparut sur la joue de la jeune fille. Solène cria de douleur et de rage. « Salope !» Elle lâcha les cheveux de Claire et la poussa violemment. Claire perdit l'équilibre. Elle était au haut des escaliers de marbre. Le monde bascula en relenti. Elle vit le visage de Solène, tordu par la haine. Elle vit l'Agathe apparaître dans l'encadrement de la porte de l'appartement, impassible. Elle vit le vide. Non, le bébé. Claire tomba. Son corps heurta la première marche, l'épaule, puis la hanche, puis la tête. Elle roula comme une poupée désarticulée. Chaque impact était un coup de tonnerre dans son corps fragile. Le marbre dur, froid, impitoyable. Elle s'arrêta 2 étages plus bas sur le palier du 3e. Elle gisait sur le dos, les yeux fixés sur le lustre du plafond qui tournait, tournait, tournait. Il y eut un silence absolu. Puis la douleur, une douleur aiguë, déchirante dans le bas-ventre, comme si on l'avait poignardée de l'intérieur. Claire essaya de bouger, mais ses jambes ne répondaient plus. Elle sentit quelque chose de chaud et de liquide couler entre ses cuisses, le sang, beaucoup de sang. Elle sentit le sang imbiber son pyjama, former une flaque autour d'elle sur le marbre blanc. « Pardon, pensa-t-elle. Pardon, mon ange. Je n'ai pas été assez forte. » Le noir l'envahit. La dernière chose qu'elle entendit fut la voix d'Agathe, calme, terrifiante, qui donnait des instructions au téléphone. « Oui, pompier, venez vite. Ma belle-fille, elle s'est jetée dans les escaliers. Elle est dépressive. Elle voulait tuer son bébé. Oui, c'est une tentative de suicide. » Le mensonge ultime pour sceller son destin. Bip, bip, bip. Le son rythmé, artificiel. L'odeur d'éther et de désinfectant. La lumière blanche, aveuglante, qui traversait ses paupières closes. Claire ouvrit les yeux. Elle était dans un lit d'hôpital. Des tubes sortaient de son bras. Son corps était une carte de douleur. Sa tête, ses côtes, ses jambes. Mais c'était son ventre qui lui faisait le plus mal. Il était plat. Il était vide. Il y avait ce vide abyssal, ce silence intérieur là où il y avait eu un cœur battant. Elle tourna la tête. Une infirmière ajustait la perfusion. « Où est… » L'infirmière la regarda avec une douceur professionnelle mais distante. « Ne bougez pas, madame. Vous avez subi une intervention lourde. »« Mon bébé ?» L'infirmière hésita. Elle regarda vers la porte. Un médecin entra. Un homme grand, gris, au visage sévère. Il s'approcha du lit. « Madame de Villefort, vous êtes réveillée ?»« Dites-moi, » supplia Claire. Le médecin soupira. Il prit une chaise et s'assit. « Je suis désolée. Le traumatisme de la chute a provoqué un décollement placentaire massif. Nous n'avons pas pu sauver la grossesse. Vous avez fait une fausse couche hémorragique. Nous avons dû procéder à un curetage d'urgence pour vous sauver. » Claire ferma les yeux. Un cri monta du fond de ses entrailles, mais aucun son ne sortit. Juste des larmes chaudes, brûlantes qui inondèrent ses joues.
C'était fini. Ils avaient gagné. Ils avaient tué son enfant. C'est mieux ainsi, peut-être, dit le médecin d'une voix basse, presque pour lui-même. Claire rouvrit les yeux brusquement. Quoi ? Le médecin la regarda par-dessus ses lunettes. Compte tenu de votre état psychologique, de votre tentative de suicide, un enfant n'aurait pas été en sécurité. Claire se redressa, ignorant la douleur fulgurante. Tentative de suicide ? Je n'ai pas... Ils m'ont poussée. Solène m'a poussée. Le médecin recula légèrement, comme on recule face à un animal dangereux. Il nota quelque chose sur son dossier. « Calmez-vous, madame. Votre famille nous a tout expliqué. Votre belle-mère et votre mari sont effondrés. Ils nous ont parlé de votre refus de vous alimenter, de vos hallucinations paranoïaques, de votre désir de tout arrêter. »« C'est faux !» hurla Claire, se débattant contre les draps. « Ils m'ont droguée. Faites une prise de sang. Il y a des benzodiazépines. »« Nous avons fait une prise de sang à votre arrivée, » dit le médecin calmement. « Nous avons trouvé des traces élevées de sédatifs. Votre mari nous a remis la boîte de somnifères qu'il a trouvée cachée sous votre oreiller. Il a dit que vous en abusiez depuis des semaines, que vous vous droguiez vous-même pour échapper à la réalité. » Le piège était parfait. La drogue qu'il lui avait donnée de force devenait la preuve de sa propre instabilité et de son addiction. Chaque vérité qu'elle prononçait confirmait le mensonge qu'ils avaient planté. « Je veux voir la police, » dit Claire, tremblant de rage et de chagrin. « La police est passée, » dit le médecin. Ils ont classé l'affaire comme une tentative d'autolyse dans un contexte de dépression sévère. Votre famille a refusé de porter plainte pour la mise en danger de l'enfant. Ils veulent juste vous protéger. Protéger. Le mot résonna comme une insulte obscène. La porte s'ouvrit. Lucas et Agathe entrèrent. Ils étaient habillés de noir comme pour un enterrement. Ils avaient des visages de circonstance, rouges, bouffis, des acteurs parfaits. Le médecin se leva. « Je vous laisse avec elle, mais pas d'émotion forte, elle est encore très instable. » Le médecin sortit. Dès que la porte se referma, le masque d'Agathe tomba légèrement. Elle ne souriait pas, mais ses yeux brillaient d'une douceur froide. Elle s'approcha du lit. Lucas resta près de la porte, tête basse, incapable de regarder Claire. « Tu vois ce que tu as fait ?» chuchota Agathe. « Tu as tué mon petit-fils. » L'audace de cette femme était sans limite. Claire la regarda. Elle ne ressentait plus de peur. Elle ne ressentait plus rien. Son cœur était mort avec son bébé. Il ne restait qu'un bloc 10. « Tu l'as tué, » dit Claire d'une voix morte. « Toi, et ta fille, et ton fils lâche. »« C'est ta parole contre la nôtre, » dit Agathe en lissant le drap du lit. « Et qui croira une femme qui se jette dans les escaliers, une femme droguée, une femme qui vient de perdre son utérus ?» Claire sursauta. « Quoi ?» Agathe sourit tristement. « Ah, le docteur ne t'a pas tout dit. L'hémorragie était si forte, ils ont dû faire une hystérectomie partielle pour arrêter le saignement. Tu ne pourras plus jamais avoir d'enfant, Claire. » Le monde s'effondra pour la seconde fois. Stérile. Ils l'avaient rendu stérile. Ils avaient pris son passé, son argent, son présent, sa liberté, et son avenir, sa maternité. Agathe se pencha vers elle, son parfum de rose ancienne emplissant les narines de Claire, une odeur de cimetière. « Mais ne t'inquiète pas, nous ne t'abandonnerons pas. J'ai signé les papiers pour ton transfert. Dès que tu seras physiquement guéri, tu iras à la clinique des Tilleux, une très bonne maison de repos psychiatrique. Tu y resteras le temps qu'il faudra. 1 an, 10 ans. » Elle tapota la main de Claire. « Et pendant ce temps, Lucas gérera tes biens. Nous avons racheté la maison en Normandie ce matin avec une procuration d'urgence. Merci, Claire. » Claire tourna la tête vers le mur. Elle ne voulait plus voir leur visage. Elle avait tout perdu. Elle était seule, mutilée, dépouillée, et bientôt enfermée. C'était le fond du gouffre, le point zéro. « Lucas, » dit Agathe, « viens dire au revoir à ta femme. » Lucas s'approcha. Il prit la main inerte de Claire. « Je suis désolé, Claire, » sanglota-t-il. « Je voulais pas ça. Je voulais juste qu'on soit une famille. » Claire ne retira pas sa main. Elle ne bougea pas. Elle ne cligna pas les yeux. Elle était partie. L'ancienne Claire, la femme aimante, la femme active, la femme douce. Elle était morte dans les escaliers. Ce qui restait dans ce lit d'hôpital était une coquille vide. Mais au fond de cette coquille, dans les ténèbres les plus profondes de son âme, quelque chose commençait à cristalliser. Une haine froide, dure comme un diamant, éternelle. « Sors !» dit-elle. Ce n'était pas un cri, c'était un ordre, un murmure qui avait la densité d'un trou noir. Lucas recula, effrayé par le vide dans le regard de sa femme. « On reviendra demain. » Ils sortirent. Claire resta seule dans le silence blanc. Elle posa sa main sur son ventre plat, cicatrisé. Elle ne pleura plus. Elle avait versé toutes les larmes de son corps. Maintenant, il était temps de mourir.
ou de renaître en quelque chose d'autre, quelque chose qui n'aurait pas besoin de cœur pour vivre, quelque chose qui ne vivrait que pour une seule chose, la destruction totale de la famille de Villefort. Le matin de sa sortie, non pas pour rentrer chez elle, mais pour être transférée à la clinique psychiatrique, Claire demanda à voir Lucas. Quand il entra dans la chambre d'hôpital, il trouva une femme différente. Claire était assise au bord du lit, peignée, le dos droit. Elle ne pleurait pas, elle ne criait pas. Elle avait l'air résignée, morte à l'intérieur, mais calme. « Lucas » dit-elle d'une voix douce. Il sursauta. Il s'attendait à des insultes. « Claire ?»« J'ai réfléchi, Lucas. Ta mère a raison. Je suis malade. J'ai perdu notre bébé à cause de ma folie. Je mérite d'être enfermée. » Lucas s'approcha, soulagé et coupable à la fois. « Oh, Claire, c'est pour ton bien. On va te soigner. »« Je sais, » coupa-t-elle. « Mais avant de partir pour les tilleuls, il y a un problème. L'argent. » Lucas se tendit. « Quel argent ?»« Mes stocks options de la société. Elles valent environ 300 000 €. Elles se débloquent demain. Si je suis internée, elles seront gelées par la justice pendant des années. Je ne veux pas que cet argent soit perdu. Je veux te le donner. Pour la maison en Normandie. Pour ta famille. » Les yeux de Lucas s'agrandirent. La cupidité, ce vieux démon héréditaire, prit le dessus sur la prudence. « C'est vrai ? Tu ferais ça ? Après tout ce qui s'est passé ? » « C'est ma façon de m'excuser, » mentit Claire en le regardant droit dans les yeux sans ciller. « Je veux partir en paix. Mais il y a une condition. » « Laquelle ? » « Je ne peux pas signer ça ici, dans cet hôpital qui pue la mort. Je veux un dernier dîner, un vrai dîner, au restaurant L'Ambroisie, ce soir. Juste nous 4. Toi, moi, Agathe et Solène. Je signerai la cession des titres au dessert et ensuite vous m'emmènerez à la clinique. » Lucas hésita. « Maman ne voudra jamais te laisser sortir. » Claire posa sa main froide sur celle de Lucas. « Dis-lui qu'il y a 300 000 € à la clé. Dis-lui que je suis brisée, inoffensive. Dis-lui que c'est sa victoire finale. Elle ne refusera pas de me voir m'agenouiller publiquement. » Lucas avala sa salive. Il regarda sa femme, cette petite chose fragile et pâle. Il ne vit pas le prédateur qui se cachait derrière ses cils baissés. « D'accord, je vais l'appeler. » 20h30, restaurant L'Ambroisie, place des Vosges. Le cadre était somptueux. Tapisserie d'époque, lustre en cristal, silence feutré. C'était le terrain de jeu favori d'Agathe, l'endroit où elle se sentait reine. Ils étaient installés dans un petit salon privé que Claire avait insisté pour réserver, pour la confidentialité de la signature. Agathe portait une robe de soirée noire et le collier de perles de la mère de Claire, un héritage de famille que Claire gardait dans un coffre. Agathe l'avait volé. Solène portait une robe rouge provocante et tapotait sur son téléphone, l'air ennuyé. Lucas buvait déjà son 3e verre de vin pour se donner du courage. Claire était habillée de blanc, une robe simple, sculpturale, qui soulignait sa maigreur nouvelle. Elle ressemblait à un spectre ou à un ange vengeur. Le repas touchait à sa fin. L'ambiance était surréaliste. Agathe jouait la comédie de la bienveillance pour les serveurs, mais ses yeux lançaient des éclairs d'impatience vers le sac de Claire où se trouvaient les papiers. « Ce canard était divin, » dit Agathe en essuyant ses lèvres. « Bon, assez de cérémonie. Claire, tu as promis. Les signatures. » Solène rica. « Ouais, signe et va chez la fou. J'ai une soirée après. » Claire posa sa fourchette. Elle prit une gorgée d'eau. Elle regarda Agathe, puis Solène, puis Lucas. Elle savourait ce moment, le dernier moment où il se sentait puissant. « Avant de signer, » dit Claire, sa voix résonnant clairement dans le salon privé, « j'ai préparé un petit hommage, une vidéo souvenir de notre vie de famille, pour me rappeler de vous quand je serai enfermée. » Lucas fronça l'escroc. « Une vidéo ?» Claire sortit une petite télécommande de son sac. Elle pointa vers le grand écran mural du salon privé, habituellement utilisé pour des présentations d'affaires. « Regardez, c'est très instructif. » Elle appuya sur Play. L'écran s'alluma. Ce n'était pas un montage photo sentimental. L'image était granuleuse, en plongée. Une cuisine en marbre blanc. Agathe se figea, sa coupe de champagne à mi-chemin de sa bouche. Sur l'écran, on voyait Agathe et Solène. La date et l'heure s'affichaient en bas.
Il y a 5 jours. Voix d'Agathe sur l'écran. Si elle fait une erreur au travail et se fait virer, on pourra mieux s'occuper d'elle et de son compte en banque, mais en 3 gouttes dans sa bouteille d'eau. Dans le salon privé, un silence de mort tomba. Solène devint livide. Lucas lâcha son verre qui se renversa sur la nappe blanche, une tache rouge sang qui s'élargit. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» siffla Agathe. « Éteins ça, tout de suite !» Claire ne bougea pas. Elle souriait, un sourire froid, terrifiant. « Non, regardez la suite, c'est ma partie préférée. » L'image changea. Solène, dans la cuisine, crachant dans le jus vert. Voix de Solène. « Un peu de protéines en plus pour elle, ça lui apprendra. » Les serveurs qui entraient pour débarrasser s'arrêtèrent, choqués par ce qu'ils voyaient et entendaient. Agathe se leva, renversant sa chaise. « C'est un trucage, c'est faux. Lucas, prends-lui la télécommande. » Lucas ne bougea pas. Il était pétrifié, fixant son propre visage sur l'écran, en train de verser le poison. L'image changea encore. Le couloir de l'appartement, l'angle de la caméra de sécurité de l'entrée que Claire avait installée en secret le même jour que celle de la cuisine. On voyait Claire courir, on voyait Solène l'attraper par les cheveux, on voyait Solène la pousser, le corps de Claire basculant dans le vide, et le visage de Solène, non pas horrifié, mais satisfait. Dans le restaurant, c'était le chaos. Solène hurlait « C'est pas vrai, elle a sauté !» Claire se leva lentement. Elle dominait la table. « Vous avez tué mon enfant », dit-elle. Sa voix n'était pas forte, mais elle vibrait d'une intensité telle que les vers semblaient trembler. « Vous m'avez empoisonné, vous m'avez séquestré, vous m'avez volé, et vous avez ri. » Elle se tourna vers Agathe. « Tu voulais le nom de Villefort ? Tu voulais l'héritage ?» Elle sortit une liasse de papier de son sac. Elle les jeta au visage d'Agathe. Ce n'étaient pas des stock options. « Regarde, c'est l'acte de vente de la maison en Normandie. » Agathe regarda le papier, confuse. « Oui, nous l'avons acheté, elle est à nous. » « Mais regarde la source des fonds, Agathe. » Claire s'approcha, cruelle. « J'ai bloqué mes comptes personnels le matin de mon accident. L'argent que Lucas a utilisé pour le virement, il ne venait pas de moi. Il venait du compte découvert autorisé de la SCI. Une ligne de crédit frauduleuse que j'ai signalée à la banque ce matin. » Agathe écarquilla les yeux. « Quoi ? Vous n'avez pas acheté cette maison, Agathe. Vous avez commis une fraude bancaire de 600 000 €. Et devine quoi ? La banque a porté plainte. Contre toi, contre Lucas, contre la SCI. » Claire s'approcha de Lucas qui pleurait silencieusement. « Tu es ruiné, Lucas. Tu n'as plus rien. Plus de femme, plus d'enfants, plus de maison. Juste des dettes. Et la prison. » Les portes du salon privé s'ouvrirent à la volée. Ce n'étaient pas des serveurs, c'étaient 4 officiers de police, suivis d'un commissaire que Claire avait contacté via son avocat le matin même. Madame Agathe de Villefort, Monsieur Lucas de Villefort, Mademoiselle Solène de Villefort. Agathe tenta de se redresser, d'ajuster son collier volé. C'est une erreur. Ma belle-fille est folle, elle est sous sédatif. C'est une mise en scène. Le commissaire regarda l'écran où la vidéo de l'empoisonnement tournait en boucle. Les preuves numériques ont été authentifiées par nos services cet après-midi, madame. Tentative d'assassinat avec préméditation, administration de substances nuisibles, violence volontaire ayant entraîné la mort d'un fœtus, escroquerie en bande organisée. Il fit un signe. Les policiers s'avancèrent. Le moment fut brutal. Les menottes claquèrent aux poignets fins d'Agathe. « Ne me touchez pas !» hurla-t-elle. « Je ne savais pas qui je suis. Je suis une de Villefort. » Claire s'approcha d'elle, juste avant qu'il l'emmène. Elle plongea sa main dans le décolleté d'Agathe et arracha le collier de perles. Le fermoir cassa. Les perles roulèrent sur le sol, comme des larmes blanches. Mais Claire garda le rang principal dans sa main. « Tu n'es plus rien, Agathe, » chuchota Claire à son oreille. « Tu vas mourir en prison, seule, pauvre et oubliée. C'est ça ton héritage. » Agathe poussa un cri de bête sauvage, un mélange de rage et de désespoir, alors que les policiers la traînaient dehors devant tout le restaurant médisé. Solène se débattait, pleurant, morveuse, une enfant gâtée face à la réalité. « C'était pas moi, c'était maman, c'était son idée. » Et Lucas ne se débattait pas. Il regarda Claire une dernière fois. « Claire, pardonne-moi. » Claire le regarda. Elle ne vit plus le prince charmant, elle ne vit plus le monstre, elle vit un déchet. « Le pardon est un luxe, Lucas, et je ne dépense plus rien pour toi. » Elle lui tourna le dos. Le salon privé était vide, le silence était revenu, troublé seulement par le murmure des clients choqués dans la salle principale. Claire était seule au milieu des restes du dîner interrompu.
La vidéo s'était arrêtée sur une image figée, le visage de Claire, heureuse, il y a des mois, avant l'enfer. Elle prit une coupe de champagne intacte sur la table, celle d'Agathe. Elle alla vers la fenêtre qui donnait sur la place des Vosges illuminée. Elle regarda les gyrophares bleus de la police emporter sa famille dans la nuit parisienne. Elle porta la coupe à ses lèvres. Elle but, c'était frais, c'était pétillant, c'était le goût de la victoire. Mais quand elle reposa le verre, sa main trembla. Une seule larme coula sur sa joue. Pas pour eux, mais pour le petit être qui n'avait jamais vu cette lumière. Elle toucha son ventre vide. « C'est fait, mon ange, murmura-t-elle. Ils ont payé. » Elle prit son sac. Elle sortit du restaurant, la tête haute, traversant la croule qui la dévisageait. Elle était libre, elle était riche, elle avait récupéré ses accès. Elle était vengée. Mais alors qu'elle marchait dans la nuit froide de Paris, elle réalisa que la vengeance n'était pas une guérison, c'était juste une anesthésie. La douleur était toujours là, tapie dans l'ombre. Et maintenant il fallait apprendre à vivre avec les fantômes. Ou peut-être qu'il restait une dernière chose à régler, une dernière boucle à fermer pour que la cicatrisation commence vraiment. 6 mois plus tard, l'été s'installait sur Paris, baignant la ville d'une lumière dorée et paresseuse. Dans l'appartement du 16e arrondissement, les cartons s'empilaient, l'écho résonnait dans les pièces vides. Le marbre, autrefois froid et hostile, semblait maintenant simplement neutre. Claire était là, debout au milieu du salon. Elle avait coupé ses cheveux, un carré court, moderne, qui dégageait sa nuque et donnait à son visage une force nouvelle. Elle ne portait plus de tailleur stricte, mais une robe en lin fluide, couleur sauge. Un agent immobilier, un homme nerveux en costume trop grand, s'approcha d'elle avec une tablette. « Tout est prêt, Madame Lemoine. » Elle avait repris son nom de jeune fille. « Les acheteurs sont impatients, ils adorent la cuisine. Ils disent qu'elle a une âme. » Claire eut un petit sourire ironique. Une âme? Si les murs pouvaient parler, ils fuiraient en courant. Elle signa le document électronique. « Vendez-le, vendez tout. Les meubles, les rideaux, les tapis. Je ne veux rien garder. » Même le service en porcelaine, il est très ancien. Claire regarda la vitrine où trônait la tasse que Madame Agathe utilisait pour boire son café-filtre en la critiquant. Surtout la porcelaine, brûlez-la si personne n'en veut. Elle fit un dernier tour. Elle passa devant la porte de la chambre d'amis, l'ancienne tanière d'Agathe. Elle passa devant l'escalier de marbre. Elle s'arrêta un instant sur la marche fatale. Il n'y avait plus de traces de sang, juste une pierre blanche, indifférente. Elle posa sa main sur la rampe. « Je vous ai survécu », murmura-t-elle. Elle ne ressentit plus de haine. La haine demande de l'énergie. Elle ressentait juste une indifférence polaire. Ils étaient devenus des étrangers, des fantômes d'une vie qu'elle avait lue dans un mauvais livre. Elle sortit de l'appartement et rendit les clés à l'agent. La porte claqua une dernière fois. Ce n'était pas un bruit de prison qui se ferme, c'était le bruit de la liberté qui s'ouvre. Prison des femmes de Fleury-Mérogis. Le parloir était un endroit gris, sentant la javel et le désespoir. Claire était assise derrière la vitre. Elle n'était pas obligée de venir, mais elle avait besoin de voir, pour être sûre. De l'autre côté, Agathe arriva. Le choc fut brutal. La grande dame n'était plus. Ses cheveux, autrefois teints et coiffés, étaient devenus une filasse blanche et grasse. Son visage s'était affaissé, raviné par la colère et l'incompréhension. Elle portait l'uniforme gris des détenus qui flottait sur son corps amaigré. Elle s'assit, elle prit le combiné. Sa main tremblait. Claire prit le sien. « Tu es venue te moquer ?» croassa Agathe. Sa voix était brisée. « Je suis venue vérifier », dit Claire calmement. « Vérifier quoi? Que je suis en enfer? Oui, j'y suis. Solène ne m'écrit pas. Elle a témoigné contre moi pour réduire sa peine. Ma propre fille. » Agathe pleura. Des larmes de crocodile peut-être, ou peut-être pour la première fois, des larmes de solitude. Et Lucas. Lucas est dans l'aile psychiatrique de la prison pour hommes. Il ne parle plus. Il reste assis face au mur et il balance sa tête. Il t'appelle, Claire. Il appelle maman et Claire toute la nuit. Claire écouta sans ciller. « C'est triste, dit-elle. » Agathe frappa la vitre du poing. « Triste, c'est de ta faute. Tu as tout prévu. Tu es le diable. » Claire se pencha vers la vitre. « Non, Agathe, je n'étais pas le diable. J'étais juste une femme qui voulait être aimée. C'est vous qui avez fait de moi un soldat. »
Elle raccrocha le combiné alors qu'Agathe continuait de hurler des malédictions muettes derrière le verre blindé. Claire sortit et alla vers la sortie. Le soleil à l'extérieur était aveuglant. Elle prit une grande respiration. L'air avait un goût de poussière et d'essence, mais pour elle, c'était le parfum le plus doux du monde. Le chapitre de Villefort était clos, définitivement. 1 an plus tard, Jardin du Luxembourg, Paris, midi. Les parterres de fleurs étaient en pleine explosion de couleurs. Les étudiants riaient sur l'herbe, les enfants faisaient naviguer des petits bateaux sur le bassin. Claire était assise sur un banc vert à l'ombre d'un marronnier centenaire. Elle avait changé de vie. Elle avait quitté la multinationale oppressante de la Défense. Avec l'argent de la vente de l'appartement et ses économies récupérées, elle avait ouvert une petite galerie-bar contemporain dans le Marais. Elle aidait de jeunes artistes à se lancer. Elle, qui avait été exploitée, passait maintenant ses journées à valoriser le talent des autres. À côté d'elle, un homme lisait un livre. Il s'appelait Marc, il était architecte. Il avait des mains fortes et un rire doux. Il ne savait rien des de Villefort, sauf que Claire avait un passé douloureux. Il respectait ses silences. Il ne lui demandait pas d'argent, il lui demandait juste comment s'était passée sa journée. C'était simple, c'était terrifiant de simplicité. Claire posa son sac sur ses genoux, elle en sortit une boîte. Pas une boîte en plastique, pas une boîte de luxe prétentieuse, une jolie boîte en bois de cèdre, simple, artisanale. Un bento nouveau. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, pas de wagyu, pas de truffes, pas de démonstration de force culinaire pour impressionner un mari ingrat. Juste une salade de quinoa colorée, des tomates cerises rouges comme des rubis, des dés de feta et des tranches de pêche fraîche. C'était coloré, c'était vivant, c'était joyeux. Marc leva les yeux de son livre et sourit. « Ça a l'air bon. Tu as cuisiné ce matin ?»« Oui, dit Claire. Je me suis levée un peu plus tôt. J'aime bien, c'est méditatif. » Elle prit sa fourchette, elle piqua une tomate cerise, elle se souvint, l'espace d'une seconde, du trognon de pomme oxydée, du crachat dans le jus vert, de la faim qui lui tordait le ventre dans sa chambre-prison. Cette mémoire ne lui fit pas mal, elle lui servit de rappel. Le rappel que personne, jamais, ne toucherait plus à sa nourriture. Personne ne toucherait plus à son âme. Elle porta la tomate à sa bouche, elle croqua. Le jus sucré et acidulé explosa sur sa langue. Elle ferma les yeux et savoura. Elle mangeait pour elle vivait pour elle. « Tu en veux ?» demanda-t-elle à Marc. Il secoua la tête gentiment. « Non merci, j'ai mon sandwich. Garde-le, c'est ton déjeuner. » C'est ton déjeuner. Ces mots simples résonnèrent comme une bénédiction. Claire sourit, un vrai sourire qui atteignit ses yeux et fit briller les petites rides de résilience au coin de ses paupières. Elle regarda le ciel bleu au-dessus de Paris, elle pensa à son bébé perdu. Il n'était pas dans le passé sombre, il était là, dans la lumière, dans la beauté des fleurs, dans cette force tranquille qui coulait dans ses veines. Elle prit son carnet de croquis, elle s'était remise au dessin. Sur la première page, elle écrivit une seule phrase, comme une épitaphe pour l'ancienne Claire et une devise pour la nouvelle. On ne nourrit pas les loups avec son propre cœur, on les laisse mourir de faim et on apprend à cultiver son propre jardin. Elle referma le carnet, elle reprit sa fourchette et elle continua à manger son déjeuner, bouchée après bouchée, savourant le goût exquis, inaltérable de la paix.